On va lire la paracha de Bereshit ce Shabbat. Le cours est dédié pour la Refoua Shelema de Chaya Frecha Bat Simcha. Qu'Hachem lui envoie une Refoua Shelema parmi tous les malades d'Israël et les personnes auxquelles vous allez penser et rajouter. À la fin, on rajoutera des noms encore. Donc vous savez que la Torah, elle commence par Bereshit Bar Elokim et Hashamayim vet Haaretz. Au commencement, Hachem créa le ciel et la terre. Maintenant, il faut bien comprendre que on a une émouna, on a une croyance, on a une connaissance que Akadosh Baruch Hu, il a écrit la Torah 974 générations avant de créer le monde. Après, c'est marqué Istakel Boraïta ou Baralma. Hachem, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. C'est-à-dire que quand on lit le texte de la Torah, on est dans les fondamentaux, on est dans les définitions, on est dans l'essence des choses. Et là, on est dans le début. C'est-à-dire que la Torah elle nous raconte la création du monde. Après, bien sûr, il faut aller voir les commentaires, il faut voir les lectures qu'on peut avoir. C'est très très riche et très profond, le Maaseh Bereshit. Vous pourriez passer votre vie à l'étudier. Mais en tout cas, on sait que les fondamentaux, ils sont là. C'est-à-dire que, un peu comme les éléments, au départ, on est dans les éléments de base, l'eau, le feu, l'air et le carbone. D'accord ? Après, on fait des combinaisons, on fait des matières. Avec les matières, on fait des êtres vivants et on fait des décors. Et après, on fait des circonstances, des rencontres entre des matières vivantes et des matières inertes. Ça s'appelle des événements. Les événements, on les inscrit dans une grille temporelle. Ça s'appelle une histoire. Maintenant, tout le monde comprend qu'on commence par le fondamental. Ouais, c'est comme si tu regardes un ordinateur. C'est hyper compliqué, l'ordinateur, d'accord ? Il y a de l'électricité, il y a de la chimie, il y a de l'électronique. Mais quand tu prends les basiques, il y a des hydrocarbures, il y a du plastique, il y a des métaux précieux. Donc maintenant, Bereshit, c'est un peu les constituants. C'est les matières de base à partir desquelles on va créer tout. Maintenant, de la même manière que ce sont les éléments à partir desquels on crée tout, ce sont aussi les principes fondamentaux à partir de tout se crée. Vous me suivez ou... Donc Bereshit, c'est un mot, ouais, on le traduit au commencement, mais le mot lui-même, il est très ambigu. Parce que Reshit, en hébreu, en vérité, ça ne veut pas dire commencement. D'accord ? Ça veut dire objectif, projet. Bereshit, c'est Bishvil Reshit, c'est pour. Alors c'est un peu comme dans un train, vous avez la queue du train et la tête du train. Maintenant, si vous avez déjà pris le train, non ? Maintenant, quand vous prenez le train, quand vous arrivez dans la gare, en fait, le début du train, en fait, c'est la queue du train. Et la tête du train, elle est au bout. C'est exactement pareil. Il y a la Atrala, ça s'appelle le commencement, mais il y a Reshit. Reshit, ça ne veut pas dire le commencement en vérité. On traduit toujours au commencement, mais en vérité, ça ne veut pas dire le commencement. Parce que ça veut dire la finalité, ça veut dire le projet. Maintenant, quand toi, tu as un projet dans la tête, quel que soit ton projet, de faire des études, ou de construire une maison, ou de former une famille, au départ, ouais, tu as le projet final dans la tête. Quand tu vas chez un architecte, il te dit quelle maison vous voulez. Alors tu lui dis, 14 mètres de façade, 30 mètres de profondeur, 6000 mètres carrés habitables, une salle de bain par chambre, 18 chambres. D'accord ? J'ai été une fois dans une maison, 3500 mètres carrés habitables, à côté de Madrid. C'est-à-dire qu'il fallait un scooter pour aller aux toilettes. C'est un truc spécial, d'accord ? Mais, en vérité, les gens n'habitaient pas dedans, parce que c'était trop grand à chauffer, donc ils habitaient dans une petite qui faisait 1500 mètres carrés habitables. Mais c'était intéressant. Le gars qui a imaginé de la fabriquer, je ne sais pas si vous... D'accord ? C'est comme si toi, tu veux faire des toilettes et tu dis, tiens, on va faire des toilettes de 800 mètres carrés. Mais je sais pas... Tu penses étaler les choses ? C'est quoi ? Tout va partir dans le trou, de toute façon. Donc, c'est quoi l'idée ? D'accord ? C'est pareil, le volume. Ouais. Maintenant, quand tu vas chez l'architecte et tu lui dis, je veux cette maison, après lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il dessine les plans. Et après que tu as sorti les plans et que tu vois, il te fait un modèle, et aujourd'hui, ils font la modélisation en 3D. D'accord ? Tu dis, waouh, c'est cette maison que je veux. OK. Et puis après, il dit, maintenant, on va prendre un chef des travaux, on va aller prendre des matières premières. Puis après, tu arrives dans un terrain qui n'est pas très net, ce qu'on appelle un terrain vague. D'accord ? Et puis le gars, il commence à amener un bulldozer et il fait un trou. Moi, j'étais toujours choqué du gars qui fait le trou. Ouais, parce qu'il n'y a rien. Le gars, il fait un trou. Mais à quoi il pense quand il fait le trou ? Ouais, parce qu'il pense. Il sait qu'il y a un garage, il sait qu'il y a un sous-sol, il sait qu'il y a un vide d'air, il sait qu'il y a un vide d'eau, il sait qu'il y a... Tout ça, il a calculé. Mais il n'y a rien, il n'y a que de la terre.
Ouais, il fait un vide et dans ce vide, il fait. Comme Akadosh Baruch Hu, il a fait un vide dans lequel il a fait la création. Maintenant, au fur et à mesure, après, il met le béton. C'est encore moche. D'accord. Après, il monte les murs. Après, il met le toit. Après, il met les fenêtres. Waouh, déjà, t'es isolé. Mais t'habiteras pas dedans. Ouais. Et toi, tu viens, tu commences à discuter. Je veux l'interrupteur, je veux pas un blanc cassé, je veux pas un ocre clair, je veux pas un ton, un beige porté. Tu dis, attends, on est dans le béton là. On n'est pas dans les interrupteurs. Eh ben, c'est exactement pareil. Ouais. Dans n'importe quel domaine, tout ce que tu vas créer, tu vas commencer par les matières premières. Tu veux te marier, par exemple. C'est un phénomène assez cyclique chez les gens. Ouais. Toujours, tu te poses la question, tu te maries avec un produit fini ou tu te maries avec des matières premières? Les gens, ils veulent un produit fini. Il faut qu'elle soit comme ça, ils ont un cahier des charges. Le gars, il dit, j'arrive pas à me marier. Tu vas pas te marier, toi. C'est normal, parce que ton modèle de poubelle, il n'y a pas de couvercle adapté. D'accord. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que tu épouses des matières premières. C'est-à-dire, tu veux des bons parpaings, du bon ciment, de la bonne colle. Tu veux du bon ciment, et puis tu vas construire ta maison. Tu dis, non, moi, je veux un truc fini. Je veux pas discuter. Moi, je veux plug and play. Je prends la fiche, je la branche, elle marche. Si elle ne marche pas, c'est trop compliqué. Discute, évolue, travaille, construis ton couple, solidarité, communication. Et tu m'en prends une simple, une facile, belle déjà, c'est très important. Ouais. Intelligente, optionnelle. Économe, faut pas rêver. Tu fais caddie sur ton argent, d'accord. Mais tu vas épouser des matières premières. Donc tu vas épouser un potentiel. Et dans tout, c'est pareil. Tu fais un enfant, tu as fait un bébé, bon, il est né, ouais, il est né, il est là, et toi tu commences à l'engueuler, ouais, tu pleures trop, puis tu fais caca toutes les 3 heures, attends, il a 2 jours. Donc tu as compris quand tu fais un bébé, que tu en as pour 20 ans de patience. C'est-à-dire que le moment où tu pourras avoir un dialogue mature avec une personne construite, équilibrée, volontaire et sadique, 20 ans. Et toi tu t'énerves. À 6 ans, tu t'énerves. À 14 ans, tu ne le supportes plus. Mais bah, c'est du long terme. Ouais. Maintenant, ce qui va être l'enfant à la fin, c'est jamais très très loin de ce qu'il était au début. Vous me suivez ou... J'avais déjà raconté l'histoire du chêne ici. Vous vous rappelez le chêne? Non? Ça vous dit rien? Il y a des redoublants ou... Il y a un père qui se balade avec son fils. D'accord? Donc il y a le père, le fils, et on espère qu'il y en a un des deux qui est saint d'esprit. Et puis, il s'arrête devant un chêne, un beau chêne. Un chêne, c'est du... Ouais. Et puis, il fait 18 mètres de haut, 1 mètre de diamètre, il est énorme. Et le fils, qui est atteint d'une grave maladie répandue qui s'appelle la Nia, il dit, dis-moi papa, ce chêne, il est tombé comme ça du ciel? Il dit, non, au départ, c'était un gland. Alors, le gland, pour les gens qui ne savent pas, c'est pas un français moyen, c'est la graine du chêne, d'accord? Donc, le gland... Il est tombé par terre, il a germé, il a poussé, il a fait une petite tige, il a fait un truc, il a fait un tronc, il a fait... Et voilà, ça fait 17 ans, et voilà. Alors le gars, il dit à son père, il dit, papa, mais attends, mais le tronc, il est... Sacom, c'est une marque connue en forêt, ouais. Il est sort du gland. Tous les détails de l'écorce, ils étaient dans le gland. Mais on a rajouté des trucs. Il y a un gars qui est venu, qui a dessiné, qui a taillé, qui a gravé. Non. Toutes les branches, elles étaient dans le gland. Attends, mais c'est pas possible, il y a 17 tonnes de bois, tout dans le gland. Waouh! C'est rare pour un glandeur, ouais. Les feuilles, les millions de feuilles qui sont passées en 17 ans, tout dans le gland. Mais chaque feuille, tu la mets une à côté de l'autre, elle est différente de l'autre, tout dans le gland. Je sais pas si... Vous avez compris l'idée ou non? Mais c'est abominable. Moi, je sens, écoutez, c'est un phénomène naturel, tu plantes, ça pousse, mais tu regardes, tu t'es planté, il n'y a rien qui pousse. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Restez calme. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que tout était dans le gland. Vous me suivez ou non? C'est clair pour vous ça, ou vous êtes choqués là? Parce qu'on a démarré très fort ce soir. Ouais. Donc tout est dans le gland. Oui, non, ça va? Voilà. Bon, mais moi je ne vous parlais pas du gland. Ça veut dire que quand tu conçois un enfant, dans la semence, il y a tout l'enfant. C'est-à-dire que l'arthrose qu'il a à 83 ans, elle est dans la semence. C'est génétique. Vous me suivez ou... Son caractère, un peu comme ça, un peu laxatif, c'est dedans. Ouais. Les hanches de la grand-mère, c'est dedans. Le nez que t'as Barli, il est jaloux, c'est dedans.
Tout est dedans. Mais tu dis cette petite mayonnaise là, oui, il y a tout dedans. Ça s'appelle l'ADN. C'est comme ça. T'es content, t'es pas content, ça te plaît pas, c'est dedans. Maintenant, si tout est dedans, c'est pour ça que dans la Torah, c'est très important la préparation au mariage, c'est très important la préparation de la pensée au moment de l'intimité, c'est très important d'être préparé par un rav qui va t'expliquer à quoi penser, à quoi ne pas penser au moment où tu conçois l'enfant. Parce que la semence, elle est faite à 99% de pensée, comme ça il dit le Ramban. Donc ce que tu as dans la tête à ce moment-là, c'est comme ça que ça va influencer. Parce qu'après, tu vas faire de l'éducation, mais avant, c'est l'inné. Tout l'inné de l'enfant, il dépend de ce que tu as dans la tête, toi et ta femme, au moment de la conception. Alors, tu dis, ouais, mais nous, on avait regardé une cassette un peu zarbi. On avait écouté... on est dans l'école de Rav Yitzhak Daniel. Vous connaissez la yeshiva de Rav Yitzhak Daniel? Non? Jack Daniel? Vous connaissez pas? Ouais. Ah, très, très alcoolisé, comme... ouais. Et puis, on avait pris quelques cachets pour se mettre en situation, et on a fait un bébé. Tu vois la tronche du bébé, tu te dis, attends, c'est pas possible. Le gars, il est né dealer. C'est très rare. Hein. L'enfant, il est né dealer. Il était shooté à la naissance. Ouais. C'est normal. Parce que la Gemara dit, si t'as trop mangé, l'enfant, il va être très porté sur la nourriture. Si t'as des idées un peu, genre, dégueu, après, il va être très, très attiré par les choses... ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est dans le gland, tout est dans la semence, tout est dans le début. Parce qu'après... tu ne fais que dérouler. Tu sais, vous lisez la Megillah à Purim. Ouais, c'est très intéressant. Quand tu lis la Megillah, Vaï, Bémer, Achashverosh, ou Achashverosh. Maintenant, de vous à moi. Vraiment, ne le prenez pas mal. Ouais. Quand tu ouvres la Megillah et tu lis, attention, tu es en train de lire le début de la Megillah. Mais la fin de l'histoire, elle est dedans. Oui, non, oui. Ou vous dites, non, ça doit apparaître sur le parchemin au fur et à mesure qu'on l'ouvre. Vous dites, attends, c'est kafkaïen. Mais sans le F. C'est pas grave. Kafka sans le F, c'est pas grave. Bon. Non, moi il m'a dit c'est des étudiants, tu peux y aller, mais je pense que je vais baisser le niveau. Non, non, je rigole. Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est quoi? C'est que la fin de l'histoire, elle est dans la Megillah. D'accord? Peut-être la vie, c'est pareil. Ah, tu dis, ouais, alors quoi, c'est du déterminisme, on n'a pas de choix. Vous savez, moi, je vois des gens, ils viennent chez moi pour des petits problèmes de couple, hein, mais vraiment rien, quoi, la veille du guet. Et je le vois. Le mec, il est marié depuis 3 semaines, et je le vois égoïste, je le vois orgueilleux, je le vois méchant, je le vois têtu, je le vois marrant. Je le vois, d'accord? Je ne l'ai pas dit. Et moi, je lui dis, mais... écoute, mon frère, t'es venu pour Shalom Bayit? Il me dit oui. Mais tu veux que je te donne la date du guet? Il me dit, ah, vous êtes un prophète. Je dis non, mais t'as tous les ingrédients pour. Ça veut dire que c'est facile de calculer. C'est comme si toi, t'achètes une voiture avec 30 litres d'essence et tu jures sur la tête de ta mère que tu remettras pas d'essence. On peut calculer quand est-ce qu'elle va tomber en panne. Donc tu vois que la fin de l'histoire, elle est dans le début de l'histoire. Si toi, tu suis ta nature, ta nature, elle existe. Ta volonté, elle n'est pas délimitée. Tu peux la faire évoluer, mais ta nature, c'est ta nature. Donc si toi, comme les gens ils disent, bah, écoutez, Rav, je suis coléreux, voilà, je suis coléreux, d'accord? L'autre, il dit, je suis radin, bon, ça, c'est la famille, d'accord? Bon. L'autre, il dit, moi, je vois le mal partout. L'autre dit, moi, j'ai des peurs. C'est comme ça, c'est dans ma nature. Donc tu sais très bien que toute sa vie, elle va être polluée par ça. Encore il n'y a pas très longtemps, une fille, elle m'a dit, écoutez, moi, Rav, je vais arrêter avec ce garçon parce que j'ai un très très grand manque affectif et j'ai besoin tout le temps de démonstrations amoureuses et j'ai tout le temps besoin d'être rassuré sur les... Je dis que vous êtes une handicapée. Parce que vous n'avez pas besoin d'être aimé. Vous avez besoin d'exiger d'être aimé. Et vous savez ce qu'elle génère, l'exigence? L'insatisfaction. L'insatisfaction, qu'est-ce qu'elle génère? L'aigreur. L'aigreur. Le mal-être, la haine. Donc, au lieu de chercher un mec qui va combler un truc qui se comblera jamais, parce qu'elle m'a dit, oui, mais vous comprenez, mon père, il est parti de la maison quand j'avais 3 ans, du coup, toute ma vie, je recherche l'amour de mon père. Mais en plus, elle fait des études de psycho, la fille, donc elle pourrait se soigner. Ouais. Donc, je lui ai dit, mais JH2, ça veut dire jeune Hamara au carré. Ton manque, tu le connais. Donc, au lieu d'essayer de trouver quelqu'un qui va le combler, t'as qu'à te soigner. Vous me suivez ou non? D'arrêter d'être dans l'exigence.
Et si tu es handicapé, l'autre il est handicapé des émotions, l'autre il est handicapé de l'orgueil, l'autre il est handicapé. Mais tu vas commencer un couple avec le manque. Vous me suivez ou non? C'est comme si toi, tu es défaitiste, tu es castré mentalement parce que depuis que tu es petit, ton père il dit que tu es nul et tu entames des longues études. Mais c'est sûr que tu vas te décourager. Mais tu vas faire une dépression à la fin de la P1. Donc va te soigner ta castration mentale, retrouve le moral et de l'ambition et démarre. N'aie pas peur. Ça veut dire que quand tu démarres avec le problème, quand tu emmènes avec toi la bombe à retardement, quand tu épouses la personne qui va t'exploser dans la figure, mais comment tu crois que ça va se terminer? Je comprends même pas pourquoi les gens ils s'étonnent. Les gens ils viennent chez toi, écoutez Raph, franchement, vous pensez que ça va marcher? Je dis, bah écoutez, d'après ce que tu me racontes, je dis, répète après moi, Itgadal, Veitgadash. Tu dis, mais oui, je voudrais que ça marche. Tu veux que ça marche? Donne-toi les moyens. Quand ça? Au début. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire, dans ton couple, tu mets de la complicité, tu mets de l'investissement, tu mets de la gentillesse, tu mets du l'ekavzechut, voire positivement, tu mets de la pureté, tu mets de la reconnaissance, tu mets de la remise en cause, tu mets de l'abnégation, tu mets du sacrifice, on va y aller, ça, c'est bon. Toi, tu dis non, je mets de l'égoïsme, de l'orgueil, de la lourdeur, de l'entêtement, de la méchanceté, de l'autodestruction, de la destruction de l'autre, de la manipulation, de la maîtrise. Et j'espère que ça va marcher. Diblineder. Diblineder parce que là, c'est mal parti. Pourquoi? Parce que tout est dans le début, Baba. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Ne le prenez pas mal. Mais des fois, ils m'appellent les gens. Un mois avant le mariage, ils me sortent des dossiers. J'ai dit, mais attends, le mec, c'est une réincarnation d'Hitler que t'épouses. Ah, bah depuis qu'il est petit, il a voulu faire fureur. Oui, bah... Vous êtes obligé de vous marier? Vous êtes enceinte? C'est votre frère? Je sais pas, j'ai trouvé. Tu vois. Non, mais regardez sur loalenou.com, tout est ramené là-bas. Mais l'idée, c'est ça. Ouais. Donc, nous, quand on essaie de comprendre, maintenant, on a compris que tout dépend du début. Là, déjà, c'est bien, donc je peux partir. A priori, c'est bien. Ouais. Mais quand on essaie de comprendre ça, donc on va aller chercher dans la Torah comment la Torah, elle explique les conditions nécessaires pour le commencement. Vous me suivez ou non? Parce qu'encore une fois, puisque Dieu a créé le monde à partir de la Torah, donc quand tu veux comprendre un sujet dans la Torah, par exemple, tu veux comprendre c'est quoi la querelle, tu regardes Korach. Tu veux savoir qu'est-ce que c'est l'épreuve, tu regardes le sacrifice de Avraham Yitzhak. Ouais. Tu veux savoir qu'est-ce que c'est l'épreuve de l'adultère, tu regardes Yosef avec la femme de Poutifar. Ça veut dire qu'en fait, chaque sujet, tu veux savoir qu'est-ce que c'est faire un choix, qu'est-ce que c'est le stress du choix, tu regardes les bénis Israël devant la mer Rouge. Ça veut dire que chaque sujet, en vérité, c'est pas une histoire, on vient te raconter. Non, c'est un livre d'enseignement. Et tous les domaines, ils sont développés. Regardez, moi, j'ai eu la chance, par exemple, de ne pas faire d'études. Ouais, mais qu'est-ce que j'ai gagné comme temps? Oui, parce qu'il faut apprendre tout ce qui est vrai, tout ce qui est faux, et après, il faut faire le tri. Là, tu n'apprends que du vrai, tu gagnes un temps fou. L'idée, c'est ça. C'est que tu peux, en prenant le fondamental, c'est pour ça qu'il faut étudier en profondeur. C'est pour ça que vous avez la chance d'avoir un rave qui étudie la Torah en profondeur. Malheureusement, il y a beaucoup de rabbins qui survolent les choses. D'accord, ils visitent la Chine, mais en avion, donc c'est rapide. Ouais. Bon, on appelle des rabbins des bois, c'est ça. Tu sens que ça flotte, mais pas très haut, plus aux autres que la pelouse. Mais quand quelqu'un, il a goûté à la profondeur de la Torah, et il veut faire goûter la profondeur de la Torah, c'est une autre lecture. C'est pas la même Torah. Ouais, c'est vrai. Donc ici, venez, on va lire un Rashi qui va être la base. Attention, je ne vais pas dire Rachid. Qui va être la base de notre enseignement. Eh bien, c'est un des premiers Rashi de Bereshit. Quand c'est marqué Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamaim, ve Haaretz. Maintenant, Elohim, c'est un nom de Dieu. Vous savez qu'il y a plusieurs noms de Dieu. Maintenant, c'est quoi un nom de Dieu? C'est pas une dénomination. Genre, il y a un bon Dieu, puis on lui a donné un nom. Comme ça, c'est plus pratique pour le repérer. Non. Non, dans la Torah, le mot, c'est la nature. Le mot, c'est la définition des choses. Donc, le nom de Dieu, c'est pas une dénomination, c'est une réalité. Ça veut dire que les facettes qui apparaissent à Dieu, de Dieu à l'homme, elles sont perçues à travers le nom. Donc Elohim, c'est quoi? C'est la rigueur. D'ailleurs, Elohim, c'est le juge. Le juge, c'est l'expression de la loi. La loi, c'est la rigueur. D'accord? Donc, Elohim, c'est la rigueur. Ok. Maintenant, c'est marqué ici, Bereshit, bara Elohim, et Hashamaim, et Haaretz, au commencement, Hachem, et ici on dit le nom Elohim, donc la rigueur, créa le ciel et la terre. Ok. Donc, ça a l'air d'être que le mot, le nom divin, c'est-à-dire
la posture qu'Hachem a choisie pour créer le monde, c'est celle de la rigueur. Parce que c'est marqué Bereshit bara Elokim. Le problème, c'est qu'un peu plus loin dans la Torah, toujours dans Bereshit, c'est marqué là-bas Be'i bar'am Hachem Elokim et Hashamayim et Haaretz. C'est-à-dire que quand Hachem a voulu créer le ciel et la terre, ouais, c'est marqué là-bas Hachem Elokim. Les deux noms, Hachem, c'est le tétragramme, le nom, le Yud, le He, le Vav et le He, d'accord, qui est marqué dans toutes les synagogues, qui est marqué à la porte de certaines églises, qui est marqué dans la chapelle personnelle de Louis XV à Versailles, en hébreu. Ah, il faut sortir un petit peu, parce que je vous vois toujours à la yeshiva, Ouvrez vos yeux. Orthodoxe. Mais même il y a l'église de Saint-Augustin à Paris, à l'entrée, il y a le Yud, le He, le Vav et le He en hébreu. Alors qu'après, on aurait l'impression qu'ils ont fait une croix dessus, pas du tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Restez calme. Donc on a un problème maintenant. C'est qu'on a un pasouk qui dit que en fait, Hachem a créé le monde avec deux noms divins. Le nom de le Yud, le He, le Vav et le He, le tétragramme qui représente Rahamim, qui représente la miséricorde, et le nom de Elokim qui représente la rigueur. Alors on a un problème. Parce que on a le premier verset de la Torah, le premier, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. D'accord? C'est écrit que Hachem il a créé avec le nom de rigueur. Et après, plus loin, c'est écrit qu'Hachem il a créé avec les deux noms. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. C'est marqué bara Elokim. Il a créé Elokim. Il dit Velo amar bara Hachem. Au début, c'est pas écrit bara Yud Ke Vav Ke. D'accord? On n'a pas mis le nom divin le plus connu des quatre lettres, le Yud, le He, le Vav et le He. Pourquoi? Il dit Rashi, Shetrila ala b'machashava livroto b'midatadim. Au commencement, Hachem voulait, dans sa pensée, créer le monde selon la rigueur. Comme ça, c'est marqué. D'accord? Mais maintenant, c'est Rashi, il faut faire très très attention. Shetrila ala b'machashava. Au début, il lui est monté dans la tête, dans sa pensée. Livroto de le créer, b'midatadin. Vera'a she'en ha'olam mitkayem. Il a vu que le monde ne tenait pas. C'est-à-dire que le monde, selon la rigueur, il ne tient pas. Qu'est-ce qui est marqué? Ve'ikdim. Ouais. Il a fait précéder midat harachamim, la qualité de miséricorde. Ve'shatfa. Et il l'a associé, d'accord? Shutafut, il a associé. Les midatadin à la qualité de rigueur. Veinu dirtiv, et c'est pour ça que c'est marqué dans le pasuk un peu plus loin, Beyom asot Hashem Elokim Eretz Veshamayim. Beyom, le jour où Hashem a fait, et là-bas c'est marqué Hashem et Elokim, les deux noms. D'accord? Alors attendons. Maintenant venez, on va poser quelques questions qui vont être, si Dieu veut, des décapsuleurs de compréhension dans ce Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début, Hashem il avait pensé. Ça veut dire que maintenant, on nous parle de la pensée de Dieu. Il y a l'acte de Dieu, il y a la pensée de Dieu. Quand on dit que Dieu il avait pensé à créer le monde selon la rigueur, ça veut dire que ce qu'il a pensé, c'est pas ce qu'il a fait. Parce que ce qu'il a fait, dans les faits, c'est un mélange de Elohim et Yud Ke Vav Ke, de miséricorde et de rigueur. Donc ça veut dire que ce qui est marqué dans le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, ça n'a jamais eu lieu. Vous me suivez ou non? Puisque dans les faits, Hachem, il a créé le monde en associant la rigueur et la miséricorde. Mais dans la pensée, il voulait créer le monde selon la rigueur. Donc ce qui est écrit dans le passouk ici, c'est la pensée de Dieu. C'est pas l'acte. Ça va? Oui? Non? Déjà, c'est bizarre. Bon. Parce que qu'est-ce que ça peut nous faire? Qu'est-ce que le bon Dieu il a pensé? Ce qui compte, c'est ce qu'il a fait pour nous. Premièrement. Deuxièmement, c'est marqué que il a vu que le monde ne tenait pas. C'est marqué au présent. Vera'a she'en ha'olam mitkayem. Il a vu que le monde ne tenait pas. Il n'y a pas écrit Vera'a she'eno yachol le'itkayem, que le monde ne pouvait pas tenir. Il a dit il ne tient pas. Ça, il ne le savait pas avant. Genre, il a découvert. Mais Dieu n'a pas de surprise. Parce que Dieu et sa connaissance, ils font un. Parce que si on dit que Dieu a des surprises, c'est qu'il a des ignorances. Les ignorances, ça fait que lui et sa connaissance, ils font deux. Si Dieu et sa connaissance font deux, donc Dieu est deux.
Maintenant, quand tu commences à ranger les dieux par deux, c'est une religion qui s'appelle les Gérards. Gérard, deux par Dieu. D'accord? Vous n'avez pas vu venir celle-là. J'aime bien, elle passe bien. D'accord? Non, c'est faux. N'allez pas chercher demain dans l'annuaire des religions, Gérard. Par contre, les Robert, il y en a un paquet. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que Hachem, oui, il a vu que ça ne pouvait pas marcher. Alors, Ikdim Midat HaRachamim. Il a fait précéder la qualité de miséricorde. Attention, attention. Étant donné que vous êtes des gens très très intelligents, vous allez poser la question, mais pour faire précéder quelque chose, il faut qu'il y ait une grille temporaire pour dire... temporelle, excusez-moi. Trop d'alcool. Donc, il faudrait qu'il y ait une grille temporelle. Mais pour qu'il y ait une grille temporelle, il faudrait qu'il y ait le temps. Mais quand Dieu a créé la matière, il a créé le temps. Donc avant que Dieu crée, il n'y avait pas de temps. Parce que le temps, il a commencé quand? L'instant zéro. Ouais. C'est au moment où Dieu a créé. C'est là que ça a commencé, la matière, et en même temps le temps. Ce qu'on appelle Tenoura, le mouvement. Mais avant ça, il n'y avait pas de temps. Donc s'il n'y avait pas de temps, il ne pouvait pas y avoir d'avant et d'après. Donc ça veut dire quoi? Il a fait précéder. Embêtant. On continue, c'est pas grave. On a le droit de réfléchir, c'est permis dans notre religion. Il y en a d'autres où c'est interdit. Veshatfa les midat adin. Et il a associé. C'est quoi il a associé comme nous? On met le sucre dans le café, on dissout. C'est quoi associer? Toi et moi, on fait un business ensemble, on s'associe. Comment ça marche? On se côtoie, on coexiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a associé la qualité de rigueur avec celle de Rachamim. Comment c'était marqué? Comment ça fonctionne? C'est un à côté de l'autre? C'est fusionnel? Ça fait un troisième élément qui est un mélange de Rachamim Din? Ça veut dire quoi, Shatfa? Il faudra comprendre. Et en quoi ça fait maintenant que le monde peut tenir? Maintenant qu'on les a associés, c'est bon, ça peut tenir. Et encore une fois, je vous dis que ça, c'est le modèle du monde. C'est-à-dire que tous les commencements, ils auront la même problématique et ils auront donc les mêmes besoins. Puisqu'on est dans le fondamental. Là, on est dans les définitions, on est dans le fondamental des définitions. Alors, pour comprendre ça, qu'est-ce que ça veut dire Allah b'machashava? J'ai déjà expliqué ça une fois ou deux, mais c'est pas grave, vous pouvez réécouter. Parce que si Dieu veut, un jour, on va finir par comprendre. Moi-même, je comprends de mieux en mieux ce que j'enseigne. C'est extraordinaire. Et j'assiste à tous mes cours. Non, ça a l'air d'une blague comme ça, mais même des fois dans la vie, tu comprends des choses que tu sais depuis des années, tu comprends des choses que tu pratiques depuis des années, tu comprends même des choses que tu dis depuis des années, mais tu n'as pas pris le temps de les comprendre. Ça s'appelle la maturité, ça s'appelle le recul, ça s'appelle les circonstances qui font que. Ouais. Donc ici, c'est pareil. La Machashava, vous savez, il y a un pasouk, enfin, il y a un chant qu'on chante le soir de vendredi soir, et dans les Chadodi, et là-bas c'est marqué Sof Ma'ase B'Machashava Techila. La fin d'un acte est dans la pensée au départ. Alors évidemment, la traduction la plus simple, la fin de l'acte est dans la pensée, ça veut dire que l'acte, c'est la réalisation de la pensée. Donc il y a la pensée, et après il y a l'acte. Il y a la théorie et il y a la pratique. Mais ça veut dire quoi? Sof Ma'ase B'Machashava. La finalité, c'est que la fin, elle est dans le début, en fait. Sauf Maaseh B'Machashava Techila. Maintenant, la Machashava, elle vient avant. C'est rare que quelqu'un il fait un acte et après il réfléchit, qu'est-ce qu'il a fait? Il pense, après il fait. Maintenant, le mot Machshava, il vient d'une racine qui s'appelle l'archov, qui veut dire penser en hébreu. Mais il vient aussi du mot Chashuv, qui veut dire permis. Vous savez qu'à partir d'un certain niveau d'ignorance, il faut envisager la conversion. C'est pas grave. Non, chashuv, ça veut dire important. Non, mais il faut apprendre. Apprenez l'hébreu si vous voulez partir. Sinon, apprenez l'arabe. Mais c'est quoi l'idée, ouais? L'idée, c'est quoi? C'est que machashava, ça vient du verbe l'archov, qui veut dire penser. Mais ça vient du mot chashuv, qui veut dire important. Maintenant, moi, je me permets un raccourci pour vous faire gagner 8-9 ans de réflexion, ouais, c'est que, est-ce que toi,
Tu penses, c'est-à-dire tu développes une activité cognitive complexe qui te permet de créer des schémas intellectuellement modifiés pour être liés à une certaine logique, ce qu'on appelle la réflexion, ou toi, tu considères les choses, tu considères ce que tu penses. Pour ça, toujours, je dis qu'un homme, il fait ce qu'il dit. Ouais. Ça s'appelle en français l'honnêteté. Après, un homme, il dit ce qu'il pense. Ça s'appelle la cohérence. Ouais. Et après, un homme, il pense ce qu'il pense. Alors les gens disent, mais bien sûr que je pense ce que je pense, puisque je le pense. Ça va? Par exemple, là, je parle, vous pensez à ce que je dis. Mais est-ce que le fait que vous pensez à ce que je dis veut dire que vous pensez ce que je dis? Moi, j'attrape un gars, je lui dis, bon, tu aimes ta femme? Ben, bien sûr. Tu le penses? Ben, bien sûr que je le pense. Ok. Ah, pourquoi tu la frappes? Elle vous a dit, attends, je vais la tuer. Maintenant, le pire, c'est que le mec, peut-être qu'il est convaincu qu'il aime sa femme. Et convaincu, ça peut s'écrire en 2 mots. Donc, en fait, il pense aimer sa femme, mais il ne pense pas ce qu'il pense. C'est-à-dire, quand est-ce que toi, tu vas penser ce que tu penses? Quand la chose, elle est rachouva pour toi, elle est importante pour toi, elle est considérée pour toi. Ça veut dire que comment je sais que je pense ce que je pense? Quand je vis en fonction de ce que je pense. Donc je t'aime, eh ben, je te respecte. On est des amis, eh ben, je serai toujours là pour toi. Mais si toi tu m'appelles, tu me dis écoute, ma femme accouche, tu m'accompagnes, j'ai pas le permis, et que toi tu me dis écoute, excuse-moi, mais c'est la finale de la Coupe du Monde, et j'aime pas voir en différé, c'est pas grave. Tu as le droit de refuser, c'est un choix, je te tuerai pas ce soir. Mais en fait, je pensais que tu étais mon ami, mais je me trompais. Toi, tu pensais que tu étais mon ami, mais tu te trompais. Ça veut dire qu'en vérité, tu ne penses pas ce que tu penses. Si vous allez dire, bon, écoutez, tout ça, ça joue sur les mots, tu penses ce que tu penses pas ce que tu penses. Alors, je vous donne juste une petite conséquence. Les conséquences aussi, ce sont des séquences qui, malheureusement, des fois se terminent mal. Ça s'appelle les conséquences. C'est que tu vois, les enfants, par exemple, ils ne font pas ce que tu leur dis. Ils font ce que tu penses. Mais quand toi, tu ne dis pas ce que tu penses, parce que tu ne penses pas ce que tu penses, ne t'étonne pas que les enfants, ils ne font pas ce que tu dis, puisque tu ne penses rien. Je sais que c'est un peu rapide, et je vous laisse les 8 prochaines années pour contredire. Je ne suis pas pressé, moi j'ai le temps. J'ai réfléchi avant de parler. Je ne dis jamais un truc sur lequel je n'ai pas réfléchi. Et un truc que je n'ai pas compris, j'en parle pas. C'est pas la peine. Même si je veux que c'est émettre, mais je ne l'ai pas absorbé. Comment je vais vous le dire? Si moi je ne comprends pas, comment vous allez comprendre? Même si le discours il est intelligent et intelligible, mais s'il n'est pas absorbé, il n'est pas compris. Une fois, on a dit à Einstein, comment vous arrivez à expliquer à un enfant de 8 ans ce que des grands mathématiciens ne comprennent pas? Alors Einstein, il a dit, parce que moi j'ai compris. Donc un truc que tu n'as pas compris, ne l'enseigne pas. Un truc que tu n'as pas acquis, ne le conseille pas. Un truc que tu n'appliques pas, ne l'encourage pas. Fais cette mitzvah accessible à n'importe quel niveau. Ferme-la. Donc ça veut dire que tu dois apprendre à penser ce que tu penses. Et quand tu penses ce que tu penses, ça veut dire la chose elle est acquise, la chose elle est en équilibre, la chose elle est en fondamental pour toi. Alors à ce moment-là, tu peux commencer à dire ce que tu penses. Parce que tu le penses. Vous me suivez ou non? Après, tu peux commencer à faire ce que tu dis. Parce que tu le penses. Ça s'appelle sauf ma'aseh, la fin de l'acte, bemachashava techila. Parce que les gens ils disent je comprends pas, ça sort pas comme j'ai voulu, ça sort pas comme j'ai pensé, mais tu le penses même pas. Le bon Dieu à ton avis, s'adresse à qui? Il s'adresse à la personne que tu es ou à la personne que tu penses être? À la personne que les gens voient ou à la personne que tu es? Eh bien, tu es ce que tu penses. Donc ça veut dire quoi? Vous avez compris donc que la Mahashava, elle vient du mot Chashuv. Donc Marshava, il faut traduire maintenant Ani Choshev ou Ani Marshiv. Alors je donne un résumé pour les gens qui ont une bonne mémoire. Im Ata Choshev Mashiata Marshiv. Si tu penses ce que tu considères, Ze Mahashava. Ça c'est de la pensée.
Aval im ata marshiv, maché ata choshev. Mais si tu considères ce que tu penses, ça c'est de l'orgueil. Vous avez compris la nuance? Il y a à peu près 50. Ouais. Je répète? Alors pour les gens qui pratiquent le cerf-volant, donc, donc si toi... Commence par... Ah, je suis armé, je suis blindé. Non mais ça fait circuler le sang, la vérité. D'ailleurs tu vois tout de suite sur le visage. Donc c'est quoi l'idée? Donc c'est quoi l'idée? Encore une fois, si toi, tu es Choshev Mashiata Marshiv, c'est-à-dire tu penses ce que tu considères, ouais, ça veut dire quoi? C'est important la Torah, je le pense, c'est acquis chez toi. Ta femme c'est important, ok, pour le meilleur et pour le pire. L'honnêteté c'est important et je le considère. Donc quand il va arriver des accidents, quand il va arriver des épreuves, quand il va arriver des stress, ton honnêteté elle ne va pas changer. Parce qu'il y a des gens, ils sont honnêtes jusqu'à 1 million d'euros. À partir d'1 million d'euros, c'est une mitzvah de voler. Non, c'est une autre religion pour les gens qui manquent d'air et qui sont obligés de prendre du CO2. Mais non, a priori, ouais, quand tu voles pas ni 1 euro ni 1 million d'euros. Quand tu es fidèle tout le temps. Tu dis, ouais, mais si c'est un mannequin, il y a une opportunité. Mais tu es fidèle ou tu n'es pas fidèle? Tu es fidèle. Donc, voyez ça? Maintenant, en vérité, c'est ça qui est le paradoxe. C'est que quand quelqu'un il pense à quelque chose, il pense à quelque chose. Quelqu'un il pense à quelque chose, il croit, ça y est, je le pense. J'y ai pensé. Ah, j'y ai pensé. Ouais. Mais ça n'a aucun intérêt d'avoir pensé. Parce que la tête, c'est la salle des courants d'air. Les opinions, les idées, les humeurs, elles passent. Mais papa, on veut savoir qu'est-ce qui reste à la fin. T'es un homme ou t'es pas un homme? T'es investi dans la communauté ou t'es pas investi? T'es 100% dans ton mariage ou non? T'es 100% dans ta Torah ou non? Bon, écoute, je le pense. Je suis un penseur. Il y a des gens comme ça, c'est des penseurs. Mais ils n'arrêtent pas de se contredire. Le mec dit, mais comment ça se fait que tu te contredis? J'évolue dans ma pensée. Intéressant. Vous me suivez ou non? C'est que le nazi, il est convaincu qu'il a le droit de tuer les juifs en masse parce que c'est une vermine, d'accord? Mais après la guerre, il fait tout pour faire oublier son passé. Ben, je comprends pas pourquoi tu l'assumes pas. Hein, ils effacent les traces des camps, ils payent des négationnistes. Ouais. Pourquoi? Assume. Si j'ai pensé qu'il fallait le faire, je l'ai fait. Et je meurs pour ça. Ah non, 4 pattes, j'ai pris. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. C'est pour ça que c'est le parti naze. C'est les nazes. Petit naze, nazion, d'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que tu dois réfléchir à fabriquer cette mahashava. Ouais. Les grands commentateurs, ils expliquent qu'un homme, c'est tout entier, c'est une mahashava. Ça veut dire mahashuv lecha. Qu'est-ce qui est important pour toi? Donc maintenant, on imagine bien que Dieu, il n'a pas une pensée qui pense et une pensée qui ne pense pas, comme nous. D'accord? Donc c'est quoi ala be mahashava? Il lui est monté dans sa pensée, ça veut dire c'est mashechashuvlo. C'est ça ce qui est important pour lui. Ça veut dire que le début, en fait, c'est la fin. C'est ça qu'il veut atteindre. C'est ça qu'il projette. Comme toi, ton fils, il est né maintenant, il vient de naître. Il est né, il est comme ça. Ouais. Mais toi, tu le vois, 25 ans, mature, ingénieur, religieux, équilibré, généreux, impliqué, solidaire dans son couple, solide dans sa personne. Tu te dis, oh, bah, il a 2 jours. Oui, mais c'est le projet. Donc la fin, tu la penses au début. Mais il y a des gens, ils sont pas très clairs, tu vois, ils se lancent et après, ils jettent de l'avion, après, ils cherchent un parachute. Des gens comme ça. D'accord? Ils engagent ton argent, après ils disent, je sais pas si c'est un bon investissement. Avec leur argent, ils le feront pas. Hein. Ils sont très, très prudents. C'est-à-dire, il leur manque l'intelligence pour le faire. Ouais. Mais avec ton argent à toi, ils y arrivent. Ça s'appelle des traders. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'à un moment ou un autre, il faut s'engager. Engagez-vous qui disait. D'accord? Traduction, c'est que si toi, tu ne penses pas ce que tu penses, la preuve, c'est que tu ne vis pas en fonction de ce que tu penses. La preuve, c'est que tu ne t'engages pas en fonction de ce que tu penses. Ça veut dire qu'au fond, tu ne le penses pas. Maintenant, comment tu t'étonnes qu'à la finale, ça ne se réalise pas, alors qu'au fond, toi-même, tu n'y crois pas? Pour ça, je suis toujours choqué des gens qui
qui disent, écoutez, je tombe des nues, vraiment, ça n'a pas marché, on m'a mis des bâtons dans les roues, c'est l'Aïnara, c'est le shror de ma belle-mère. Non. Non. Mais toi, au fond, tu y croyais. La vérité, j'étais sceptique. Le marché n'était pas très bon, la boutique est mal placée, le mec, il avait l'air un peu fragile, la fille, elle a un passé psychologique troublé. Alors pourquoi t'as plongé? Tu sais, tu tires la corde à laquelle tu vas t'accrocher pour descendre de l'immeuble, tu fais tac, elle fait cric. Tu fais tac, elle fait cric. Et tu descends quand même. T'es un malade. Peut-être qu'elle va tenir jusqu'au bout. Prends la bonne corde. Ah non, elle coûte cher. Il faut la payer. La bonne corde, il faut la payer avec la émouna, la croyance. Il faut la payer avec l'équilibre. Il faut la payer avec le travail sur soi. Il faut la payer avec l'investissement. Il faut la payer avec la confiance en l'autre. Il faut la payer avec l'acceptation de la différence. C'est cher, la bonne corde. Mais la mauvaise corde, il y en a plein. Tu sais quoi, tu veux te pendre? Tiens, il y a des cordes. J'espère qu'elle va casser. Un manque de peau, t'es tombé sur la solide. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. C'est que Allah b'machashava, c'est qu'Hachem, il dit le Maharal de Prague, c'est pas que le bon Dieu, il a une pensée, ce qu'ils appellent un vœu pieux, c'est-à-dire un pieu qu'ils ont planté, mais en faisant un vœu, d'accord? Non, c'est que le bon Dieu, c'est ça son objectif. Son objectif, c'est que le monde, il aille selon la rigueur. Ouais. Mais Eno Yachol Litkayem. Ouais. Il a dit, ça peut pas tenir. C'est quoi, ça peut pas tenir? Ça veut dire que, tu vois, c'est comme dans un, par exemple, le cerveau, c'est la partie la plus importante de l'homme. Sinon, c'est quoi? C'est un tube digestif. Maintenant, le cerveau, il a besoin du crâne. Tu dis, mais ça sert à rien, c'est du gaspillage de neurones, c'est du gaspillage de cellules. Mais non, maman, tu as besoin, ouais, tout ton corps, il marche avec les muscles, mais tu as besoin du squelette. Mais le squelette, il est dur, le squelette, il est rigoureux. D'ailleurs, on le dit en français, de tomber sur un os. Maintenant, le squelette, c'est quoi? C'est la structure. L'immeuble, il a une structure en métal. Ouais. Ton raisonnement en français, on dit, il est structuré. Comment on dit réfléchir en hébreu? L'idbonen. C'est quoi l'idbonen? Ça vient de bonnet. C'est pour ça que le nez est très important chez nous. Le bonnet. C'est pas grave. Ouais. Bonnet, c'est construit. Maintenant, en français, quand tu dis « Ah, c'est un raisonnement construit », tu as compris qu'il suit une certaine logique, qu'il est démontrable, que la loi de causalité est respectée, que la logique est respectée. Donc, tu as compris tout ça. Mais c'est la structure. Mais l'autre, tout ce qui lui passe par la tête, n'importe quoi, il mélange ses nerfs, ses humeurs, le hasard poétique arbitraire de la réflexion née des vitamines illégales. Il appelle ça l'inspiration. Toi, en vérité, tu appelles ça l'ivrognerie, mais c'est... Vous avez étudié Rimbaud à l'époque. Ouais, rappelez Rimbaud. Non, pas celui qui a fait le Vietnam. D'accord. Rimbaud... Ah, Blainara. Donc, ça aurait pu être plus long. Mais c'est quoi l'idée? Sylvester Rimbaud, très connu. Ouais. Rimbaud, alors on avait étudié avec le prof à l'époque, je sais pas, on était en seconde ou quoi, et puis il avait décrit un verre. Le mec, il sortait, c'était un verre. Il y avait un verre vert, ouais, pour boire. Il t'avait fait une description du verre. Tu te dis, attends, c'est pas possible. Et moi, je disais, mais quelle finesse, quelle inspiration, quelle vision. Après, on m'a expliqué que Rimbaud, il avait ramené autre chose du Vietnam. Alors, c'est vrai que quand tu prends de l'opium, ouais, tu as une autre vision. Du coup, le verre, il devient un feu d'artifice de couleur. Vous me suivez ou là? C'est pour ça, souvent, que les gens qui hésitent, ils en prennent. Et soi-disant, ça leur donne de l'assurance. Pourtant, ils continuent à hésiter. Quand tu leur dis alors qu'est-ce que tu as décidé, ils se mettent à béquiller, bœuf. Il n'y a pas de bœuf. Oui ou non? Et dès que tu insistes, il te fait taire. Shit. Oh, ok. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? Non, parce que j'en vois qui s'extasie au fond. Mais l'idée, c'est ça. Ouais. L'idée, c'est que la personne, elle va prendre
des éléments chimiques qui vont faire qu'elle aura une autre vision de la réalité. Une fois, c'était un Pessah, un séjour. Je faisais cours tous les jours. Et puis un jour, j'ai pris un cours, on a plané, on est monté, la Kabbalah, les Tralois, les Babalés, on est monté très très haut dans... Wow. Et il y a un petit jeune qui m'a attrapé là-bas, il m'a dit, Rabben Chetrit, si vous voulez, j'en ai. Je ne peux pas les dire moi aussi, je ne peux pas te les montrer. J'ai même pas compris ce qu'il voulait. Ouais. Il m'a dit, j'en ai amené avec moi, mais ici, on peut en acheter. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit, Rav, quand je vois ce que vous arrivez à faire, à nous faire planer, j'imagine que si vous en prenez, mais vous allez découvrir un univers. Il m'a proposé à moi carrément. C'est-à-dire, j'ai l'air tellement cool, parce que Vaidaber Hachem, les morts, dis-leur. Je lui dis, mais JG, ça veut dire jeune jbeb. Sans rien, je t'ai fait planer. Pourquoi tu veux que je prenne un ascenseur chimique, puisque je peux le faire au naturel? Ça s'appelle en français l'indépendance. Le contraire de la dépendance. La dépendance, c'est la mort. L'indépendance, c'est la vie. Non, je sais, les gens disent, bon, mais c'est que de l'herbe, regarde les vaches, elles en prennent toute la journée. Non. Ça veut dire que Hachem, d'après moi, la nature, d'après d'autres, elle t'a créé incomplet et tu as besoin de ça pour pouvoir fonctionner. Si le bon Dieu il pensait que tu avais besoin, il t'aurait mis une hormone qui génère chez toi les mêmes sensations. Pourquoi tu l'as pas? Extérieur. Je vous donne une petite anecdote, parce qu'on est en famille, avec mon cousin. Quand j'étais jeune, j'avais 13-14 ans, bon, je réfléchissais pas mal, et je faisais des grandes marches. Pour ceux qui connaissent Paris, je partais de Quai de la Râpée jusqu'à Champs-Élysées en marchant, et je revenais le Shabbat après-midi. Parce qu'en marchant, c'est plus facile de penser. Et comme j'adorais la musique, et que à l'époque c'était le Walkman, bon, vous n'étiez pas né, et le Walkman il marche avec les piles. Et moi je voulais pas être dépendant que la musique va s'arrêter parce que la pile s'arrête. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'apprenais les symphonies par cœur. Je sais pas si vous... C'est-à-dire j'avais acheté les disques de Mozart à l'époque, j'adorais Vivaldi et tout. Et j'écoutais jusqu'à ce que je le connais par cœur. Et après je casse le disque. Maintenant je l'ai ici. Je voulais pas être dépendant de la pile, pas dépendant du disque. Vous allez me dire, bon franchement, qu'est-ce que ça veut faire? C'est vrai, mais après, tu n'apprends pas l'orthographe puisque tu es dépendant de Word. Tu n'apprends pas à calculer parce que tu as la machine à calculer. Tu vas dire, bon, écoute, de toute façon, ça sert à rien, j'ai la machine. Ah ben, le jour où tu as pris le prêt pour la maison, tu n'avais pas la calculatrice. Tu n'as pas compris le quotient d'endettement. Tu l'as payé 6 fois la maison. Dommage, tu aurais dû apprendre à faire les coefficients. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que si tu veux être vivant, tu dois être indépendant. Mais si tu es dépendant, tu es mort. Donc, tu dois fabriquer ta machine à penser parce que c'est elle qui va t'aider à prendre les décisions. Sinon, tu vas prendre du prêt à penser, déjà que tu prends du prêt à porter. Ouais. Après, il faut que tu apprennes à gérer tes émotions parce que sinon, tu vas être tout le temps en attente de quelqu'un qui va te calmer parce que toi, tu es nerveux, quelqu'un qui va te rassurer parce que toi, tu as peur. Donc maintenant, tu deviens dépendant de quelqu'un de l'extérieur. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand tu es dépendant de quelqu'un, l'autre, malheureusement, il peut avoir une tendance à utiliser ça. Ça s'appelle le chantage émotionnel. Et toi, tu ne peux pas faire autrement puisque tu as besoin de ta dose. Donc, tu as fabriqué ton dealer. Vous suivez ou non? Donc, il faut chercher l'indépendance. Il faut faire de la musculation existentielle pour arriver à l'autonomie existentielle, émotionnelle, intellectuelle, spirituelle. Sinon, tu vas devenir un consommateur. La société fabrique ça, des consommateurs. La Torah, elle fabrique des hommes libres. Mais le problème, c'est qu'il faut payer le prix. C'est-à-dire que toutes les qualités, tout le travail qu'il faut faire pour atteindre la Torah, en vérité, c'est pas que la Torah te libère, c'est que la Torah t'oblige à faire un travail pour avoir accès à certaines données qui font que tu es obligé de te libérer pour. Bienvenue au club. Donc maintenant, si c'est ça, vous avez compris maintenant, Hachem, il a un projet. Et ce projet, il est automatiquement selon la rigueur. Mais pas en tant que rigueur de violence et de destruction et de méchanceté. Mais non, ça c'est la rigueur des petits fureurs, ça c'est des dictateurs. Non,
la rigueur de l'architecte. Ça, c'est un truc qui m'a toujours étonné. Quand vous faites faire un plan par un architecte, vous lui dites, bon, je veux un pavillon. Bon, tu lui dis, bon, je veux 12 mètres de façade, 15 mètres de profondeur. Le mec, il te sort un plan au millimètre. Mais ça n'a aucun intérêt. On va dire, allez, quoi, tu sais quoi? Mets-le-moi en centimètres. En vérité, en mètres, ça suffirait. Le mec, il ne te le met pas en mètres, il ne te le met pas en centimètres, il te le met en millimètres. 12 mètres en millimètres. Mais dis-moi, le mec, le chef de chantier, quand il va couler le béton, il va le couler au millimètre. Tout est marqué là. Le plan, il doit être au millimètre. Mais la réalisation, elle va être en centimètres. Peut-être qu'elle va être en mètres. Parce que quand le mec, il va te dire, excusez-moi, mais dans le permis de construire, il vous faut 3 mètres d'écart avec le voisin. Tu dis, mais attendez, mais c'est construit là. Vous êtes à combien? Ben, on est à 2,50 m. Eh ben monsieur, le mec de la mairie, il vient chez toi, il dit, il faut m'enlever 50 cm. Mais attends, 50 cm de la salle à manger, 50 cm des toilettes, 50 cm de la salle de bain. Ah, tu te débrouilles. Il faut 3 mètres ici, monsieur. Vous et le voisin, 3 mètres. 3 mètres, 300 cm. Tu dis, écoutez, 3 mètres, 2 mètres 50. Moi, j'ai eu un copain, ils lui ont fait un procès. Il était à 2,83 m. 7 cm. Vous savez ce qu'il a fait? Il a acheté chez le voisin. Il lui a dit, je t'achète la surface de la barrière. Il lui a acheté au prorata de sa propriété 7 cm. Et il a payé le déplacement de la barrière de 7 cm pour qu'il ait 3 mètres. Pour te dire l'intelligence quand même de l'urbanisme. Blainara, c'est pas pour rien qu'il s'occupe de tous les contribuables, d'accord? Mais c'est ça l'idée, ouais. Ça veut dire que le plan, il est toujours au millimètre. Maintenant, tu sais comment on dit en millimètre en hébreu, Elohim? Parce qu'Elohim, c'est la rigueur. Elohim, c'est le juge. Elohim, c'est le projet. Elohim, c'est la clarté. Moi, par exemple, je suis très rigolo, très sympathique, très ambiance. Mais dans ma tête, c'est très, très, très rigoureux. Je te dis, je suis détendu, convivial. Ouais, mais viens démonter le système, le raisonnement, tu vas voir. Là, je vous le fais comme ça pour que... Mais si je vous le fais tout en sérieux, bah, d'abord, vous allez vous ennuyer, puis après, vous allez peut-être vous... Ouais. Donc, c'est pour ça que je le mets vivant. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de savoir qu'il y a une trame qui doit être très rigoureuse, et ensuite, on va l'habiller. Ça s'appelle en français la communication. Bah, c'est exactement pareil. Toi, tu as un projet avec l'enfant, de l'amener au bac, d'accord? Mais tu ne vas pas l'attraper comme ça tout petit et lui dire attention, prends-toi en main, il faut que tu saches ce que tu veux, et réfléchis à quelle fille tu vas épouser, quel genre d'études tu feras, un cycle court, un cycle long, est-ce que tu es plus porté sur le logiciel ou alors sur la vente Mais il a 6 ans. Donc c'est toi qui dois avoir ce genre de souci en tant que parent. Pourquoi? Parce que Katan en bodaat, vegadol omed al gabav. L'enfant n'a pas de conscience, mais il y a un grand au-dessus de lui. Maintenant, ça va bien entre toi et ton fils, que toi, tu dis, mon fils, c'est pas une fréquentation, fais tes devoirs, travaille les maths, révise ta Guémara. C'est normal, parce que lui, il a envie de glander, il a envie, lui, Candy Planète, donne-moi un paquet de bonbons. Mais toi, tu penses à son avenir, et lui, il pense à son présent. Lui, il voit à court terme, toi, tu vois à long terme. Tu sais comment on appelle voir à long terme? Ala bemahashava. Vous me suivez ou... Donc, Hachem, quand on dit qu'il a pensé, ça veut dire quoi? C'est pas qu'il a pensé et après il a changé d'avis. Non, il a gardé cette pensée. Cette pensée, elle continue jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi tu vois toujours les tzadikim? Ils veulent toujours midata la din. Ils veulent la rigueur. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov Avinu, qui est quand même le modèle de l'être humain? C'est le peur de notre peuple. On est des bénis Israël. Israël, c'est Yaakov. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit Ve Hashem Yeli l'Elokim. Hashem, miséricorde, il sera pour moi Elohim. Pourquoi? Au contraire, prends Hachem, prends la miséricorde, prends le bon Dieu cool, prends le bisounours, prends le Père Noël. Non, la rigueur. Pourquoi les tzadikim, ils veulent la rigueur? Ouais. Et bizarrement, les moins tzadikim, eux, ils veulent un Dieu de tolérance, un Dieu d'amour, un Dieu d'acceptation, un Dieu que tu peux te foutre de lui. Ils adorent ça, ouais. Mais ça s'appelle le crédit. Il y a 2 manières de faire du business. Soit tu fais à crédit, soit tu fais en cash. Maintenant, tu peux prendre le crédit. C'est permis. La banque, elle est là pour ça. Ouais. Mais, dit le Rav Yerucham Halevi, tu peux vivre à crédit.
Mais tu devrais quand même demander quel est le taux de crédit. Vous me suivez ou non? C'est comme quelqu'un, il vit sur la patience de sa femme. Il vit à crédit. Celui-là, il vit sur les nerfs de son mari. Elle vit sur les nerfs de son mari. Il vit à crédit. Ouais. L'autre, il vit sur l'acceptation de ses enfants parce qu'il a un mauvais caractère, parce qu'il est toujours laxatif. Et les enfants, ils prennent sur eux, ils prennent sur eux, ils prennent sur eux. Mais le jour où ils vont craquer, ils vont pas craquer, craquer. Ils vont craquer. Et toi, tu dis, bon, ça va, je vais changer, je vais faire une thérapie. Mais tu les as détruits pendant 17 ans. Ouais, mais c'est mon caractère, mon père aussi, il était comme ça. Ok, mais ta mère s'est pendue, c'est vrai, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'en vérité, toi, tu es ce qu'on appelle un adhérent du PSG. Vous connaissez le PSG? Non? Vous connaissez pas? Ah, vous n'êtes pas parisien. Le PSG, moi, ce que j'appelle le PSG, c'est ceux qui pèsent sur la gueule. C'est des gens qui font partie du PSG. C'est-à-dire, ils pèsent sur la gueule des gens. Ils pèsent sur la gueule. Genre, il vient en retard et il te fait rater l'avion. Il te dit, je t'en prie, tu peux me prendre une valise, tu peux me prendre un paquet, c'est des médicaments pour ma grand-mère, il t'amène un truc de 27 kilos. Du coup, tu laisses ta valise et tu prends la sienne, parce que, Hesed. Ouais, il y a des gens comme ça, ils pèsent sur la gueule. Ouais. Il te pourrit ta soirée, il te dit, excuse-moi, c'est mon caractère. J'ai besoin de me défouler. Il rentre dans une simra, ça devient une levaya, de l'enterrement. Tellement il fait une gueule, c'est un représentant mondial du béton. D'ailleurs, dès qu'on le voit, on dit laisse béton. Il a une gueule. Tu dis, pourquoi tu es venu? Il fallait rester au cimetière. Il fallait rester chez toi. D'accord. Si j'ai la joie, c'est marqué. Ouais. L'idée, c'est quoi? C'est que la personne, elle se permet de vivre sur la tête de l'autre. Mais Baba, quand tu vis sur la tête, ça s'appelle vivre à crédit. Mais pose-toi la question du taux de crédit. Premièrement. Deuxièmement, rappelez-vous que quand on emprunte de l'argent, d'abord, on rembourse les intérêts, après, on rembourse le capital. Vous savez ça? Donc, moi, je vois des gens, ils ont fait des très grosses erreurs dans leur Shalom Bayit. Et puis, ils viennent voir leur femme, ils disent, mon amour, j'ai écouté un cours de Ben Chetrit, j'ai fait une thérapie, j'ai changé. On remet les compteurs à zéro, on tourne une nouvelle page. Allez, mon amour, on y va. La femme, elle dit, attends. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux m'apporter ce que j'ai attendu depuis 15 ans, donc tu veux m'amener le capital, mais il faut d'abord que tu payes les intérêts des 15 ans d'horreur que j'ai souffert à cause de ton immaturité chronique. Mais les gens, ils ne veulent pas payer les intérêts. Mais si tu ne veux pas payer les intérêts, ne vis pas à crédit. Vous me suivez ou non? Donc quand tu penses, quand tu fais ce que tu dis, quand tu tiens ta parole, quand tu tiens tes engagements, quand tu payes tes dettes, quand tu payes avec ton argent, tu dois rien à personne. Mais quand tu payes la bar mitzvah avec le chèque de société, ok, t'es social, mais il y a de l'abus. Ça s'appelle abus de biens sociaux. Et ça, le contrôleur du fisc, Jean-Michel Lamort, il va le voir. Il s'est reconverti. Avant, il était dans les pompes funèbres. C'est-à-dire, c'était des chaussures immétables. Des pompes funèbres. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'à un moment ou un autre, tu vas décider, est-ce que tu vas continuer à peser sur la tête des gens? Maintenant, Hachem, les tzadikim, ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent même pas peser sur Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire qu'ils veulent une autonomie spirituelle. Je vis selon mes mérites. Ils veulent une autonomie émotionnelle. Je ne suis pas bien parce que tu me dis que je vais bien. Je vais bien parce que je fais tout pour aller bien. Ouais. Je pense pas que ce que je dis c'est vrai parce qu'à la fin tu me dis, vous savez Rav, ce que vous dites c'est vrai. Non, je me suis donné les moyens que ça soit vrai. Je l'ai analysé, je l'ai démontré, je l'ai prouvé, je l'ai vécu, je l'ai absorbé. C'est vrai. Vous suivez ou non? Mais si toi tu es dépendant de l'extérieur, donc tu vis à Raudon Colo, cousin de Marco Polo, à crédit. Et je te dis, quel est le taux du crédit? Quand tu vois que tu as payé 4 fois la maison, tu dis, attends, mais c'est pas possible. Attendez, mais j'ai emprunté 220 000 euros. Maintenant, on a fait les calculs. J'ai remboursé 480 000. Attends, il y a Maldon. Non, il n'y a pas Maldon, mon frère. Parce qu'on t'avait dit de faire la Sorbonne, t'as pas voulu. Bah, t'as fait Morbonne. C'est ou Morbonne ou Sorbonne. Bah, toute la vie, c'est pareil. Donc toi, en vérité, ça va?
C'est la première fois qu'il rigole. Donc ce qui est marqué ici, que Hachem, on a dit tout à l'heure, il a fait précéder Rachamim. Mais on a dit, mais comment Dieu il a pu faire précéder puisqu'il n'y avait pas le temps? Donc comme il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas avant et après. Ici, non, c'est pas dire précéder au niveau temporel. C'est qu'il a donné la priorité à la chose. D'accord? Ça veut dire que toi, par exemple avec un enfant, d'accord? Même si tu as des exigences, même si tu as des ambitions, même si tu es perfectionniste, ouais, il faut que tu mettes 90% d'amour dans ton comportement. Peut-être 10% d'éducation. Comme le médicament. Vous savez que quand vous prenez un médicament, il y a 99% d'excipients. C'est du sucre, c'est de l'amidon. Qu'est-ce qui reste en effet actif? 1%. Toi, tu dis, ah, c'est du vol, ils nous vendent un médicament à 32 € la boîte. Ouais, il y a 100 grammes, même pas, il y a 40 grammes de médicaments. Moi, enlevez l'excipient, donnez-moi tout de suite l'agent actif. Mais l'agent actif, il est amer. Il est imbuvable. On le dit, c'est amer. Elle est imbuvable. Il paraît qu'il y a certains Tunisiens, à Pessah, ils ne mettent pas le maror sur la table. Parce qu'ils ont l'amertume en face d'eux. C'est pas grave. Alors, c'est pas grave. On est entre nous. Par contre, je suis du mauvais côté de la porte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est très important. Ça veut dire que on doit donner une priorité. D'accord? Donc quand tu veux faire un reproche à quelqu'un, d'abord tu dois lui faire 90% de compliments. Quand tu veux remettre en cause quelqu'un, tu dois lui donner d'abord 90% d'amour. Quand tu veux faire passer un message, d'abord tu dois acquérir la confiance de la personne pour qu'elle t'écoute. Mais quand tu dis, écoute, la vérité c'est la vérité, les choses sont bonnes à dire, à toi de l'accepter, à toi de t'adapter. Après tu dis, ouais, ça marche pas, ça passe pas. Moi je vois des gens comme ça très très durs. Ils me disent, ah mais Chétrit, écoutez, ça fait 20 ans que j'essaye avec ma femme, ça marche pas. Je dis, mais quand vous avez un mur devant vous, un mur, et qu'il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, qu'est-ce que vous faites? Le mec il me dit, bah, moi je casse le mur. Je dis, non. Il me dit, ah non. Alors quoi alors? Je dis, bah vous faites le tour. Il n'a pas pensé le mec. Ça s'appelle Keblo de la tête. En botanique, ça s'appelle séquoia. C'est quoi? Coincé. Tu fais le tour, baba. Mais non, Midat Adin, c'est droit. Midat Hamim, tu fais le tour. On dit pourquoi est-ce que les enfants de Aaron, ils sont morts, ils ont amené un korban. Et c'est un korban qu'il ne fallait pas amener, Esh Zara, un feu étranger. Le Ramban, il explique parce qu'ils ont voulu amener un korban selon Midat Adin. Mais ils n'ont pas compris que tout le korban, c'est Rahamim. Maintenant, eux, d'après leur chita, d'après leur école de pensée, c'est normal d'amener. Parce que eux, ils servent Dieu selon la rigueur. Donc, ils ont voulu amener un sacrifice avec la pensée de la rigueur. Mais ils ont eu raison. La preuve, ils en sont morts. Ils sont morts de quoi? De la rigueur de Dieu. Mais le korban, c'est le contraire. Le korban, c'est karov. Karov, c'est makriv. Pour se rapprocher, il faut rachamim. C'est pour ça que tu ne peux pas directement offrir ton korban à Dieu. Tu passes par le Kohen. Le Kohen, il va faire l'intermédiaire. Et quelle est la qualité du Kohen? Le premier, Aaron. Laquelle? Le shalom. Donc le shalom, c'est quoi? C'est le compromis. Donc tu vas prendre la rachmanout du Kohen pour amener le digne du korban. Donc tu vois bien que ta rigueur, elle doit être habillée de rachamim. Et de tous les... Maintenant, vous avez compris tous les systèmes. Regardez la plomberie. Vous connaissez la plomberie? C'est un phénomène. C'est un phénomène double. Il y a la tuyauterie qui est en cuivre, ouais, et qui est très dure. Et vous avez l'eau dedans qui est très fluide. Maintenant, si toi, tu as ouvert l'eau et tu n'as pas installé la tuyauterie, il va faire humide chez toi. Si tu as installé la tuyauterie, mais l'eau n'arrive pas à cet endroit-là parce que tu n'as pas voulu payer la taxe, ouais. Donc tu as besoin du tuyau et du fluide. D'accord? Tu as créé la structure de ta boîte. Ok, tout est en place. Mais il faut le fluide, il faut la motivation, il faut l'engagement, il faut le projet, il faut l'idée. Maintenant, qui c'est qui motive? Le fou.
Comment il s'appelle le fou qui motive? Locomotive. Non, c'est pas d'espagnol, c'est de l'hébreu. En hébreu, ça s'appelle Meshugal et Otodava. Le fou du truc. Il y a un fou là-bas. Le fou, comme lui, le fou, il est venu, il a créé ça, il a développé. C'est un fou. Mais voilà, les fruits sont là. S'il était normal, il aurait dit, attends, mais qu'est-ce que je vais aller faire à Montpellier? Je suis à Jérusalem. Qu'est-ce que je vais me prendre la tête? Avec des gens qui sont éloignés, des gens... Je vais enseigner à des gens qui connaissent la moitié de la Torah entière. Non, il vient à Montpellier, il amène sa famille, il amène ses enfants, ses parents, il fait un restaurant, il fait une synagogue, il fait une salle. Moi, j'attends la piscine. Déjà, là, je suis venu, il y avait l'épicerie, j'ai dit, je ne sais pas c'est quoi la prochaine, je ne sais pas, il va racheter au change, je ne sais pas, ouais. Mais bon, au Hachem, les Naram, c'est extraordinaire. Mais il faut être fou. Parce que le fou, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez comment on appelle un fou chez nous? On appelle l'idéaliste. Comment on appelle un pessimiste? Réaliste. Qu'est-ce qu'il fait le réaliste? Tu dis, écoutez, la communauté elle est en train de mourir, il n'y a pas grand-chose, il y a un taux d'assimilation, mais ils ne sont pas assimilés, ils sont debout millés. D'accord? Non, parce qu'il y a les assimilés et les debout millés, ouais. Non, l'idée c'est ça. C'est qu'il faut être un peu fou. T'es fou, tu vas, t'es fou. Ouais, et tu fais des folies. D'accord? Eh bien, Hachem, il aime les fous. Pourquoi? Parce qu'ils prennent des risques. Pourquoi? Parce qu'ils y vont. Ah, tu dis, si ça ne marche pas. Écoute-moi bien. Si toi, tu n'es pas convaincu de ta Torah, ne la transmets pas. Elle va amener que des problèmes. Si tu n'es pas convaincu de la pureté de ton engagement, ne le fais pas, parce que ça va amener des teshuvotes tordus. Si toi, tu n'es pas sûr que tu es en train d'encourager quelqu'un à revenir à la Torah ou d'essayer de l'encourager à t'aider pour donner de l'argent pour ton institution, fais attention, parce que la teshuva elle-même, elle est pourrie. Au départ, elle est déjà gangrénée du virus de la chala. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire kol atralot kashot. Quand on dit tous les débuts sont difficiles, pourquoi c'est difficile le début? Tu sais pourquoi? Parce que tu dois créer yesh me'ahin. Tu crées à partir du néant. Tu sais, il y a un monsieur et une madame. Tu sais comment ça s'appelle en français? Deux égoïstes. Mais toi, tu veux créer un couple. Le couple, c'est le contraire de l'égoïsme. Encore tout à l'heure au téléphone, une dame, elle m'a appelé, voilà, j'ai écouté madame. Vous savez combien de temps vous êtes mariés? 3 semaines? Elle me dit non, 10 ans. Je dis en 10 ans, vous êtes encore dans les individualismes. Moi et lui, sa famille, ma famille, et je lui fais de la peine, il me fait de la peine. Je dis mais quand est-ce que vous allez parler du nous? Maintenant le couple, il va apparaître quand vous deux, vous allez vous oublier. Vous êtes prêts à vous oublier? Non. Alors le couple, il est fini. Il est fini depuis le début. C'est comme aujourd'hui, ils fabriquent des appareils préprogrammés pour s'arrêter. Comment ça s'appelle L'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, comme le mariage. C'est extraordinaire, d'accord? Ouais. Obsolescence programmée. D'accord? C'est pareil. Si toi, tu viens dans un endroit, il n'y a pas d'école juive, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de cache-route, il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de mikvé, ben, c'est une assimilation programmée. Après, tu t'étonnes, tu appelles le rabbin, écoutez, faites-moi une bracha, je ne comprends pas, tous les enfants, ils se sont trompés d'étage. Mais comment tu voulais que ça soit autrement? Tu donnes les moyens. Et toute la vie, c'est pareil. Ouais. Quand tu choisis la personne pour te marier, tu te donnes les moyens. Tu dis oui, mais je comprends, c'est pas évident, c'est difficile, il n'y a pas grand monde, je suis déjà âgé. Comme tu veux. C'est comme tu veux. Mais après, n'appelle pas pour dire oui, mais son caractère, elle ne se porte pas, le truc. Et là, ce que tu as apprécié chez elle pour l'épouser, tu t'en rappelles toute ta vie. Parce qu'au bout de 5 ans, tu penses que ça c'est acquis, comment tu commences à regarder ce qu'il n'y a pas? Alors que tu l'as épousée pour ce qu'elle a, pas pour ce qu'elle n'a pas. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ce qu'elle n'a pas. Première maladie. Deuxième maladie, tu compares. Troisième maladie, tu te sépares. Même les goïms, ils ont dit, l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Mais si celle-là, tu pouvais la comparer à une autre, pourquoi tu as pris celle-là? Parce que tu ne l'as pas comparée. Eh ben, alors, si tu ne l'as pas comparée, ne la compare pas. Vous me suivez ou? Voilà. Ben, toute la vie, c'est pareil. C'est-à-dire, rappelle-toi du début. Garde en tête le début. Tu t'es marié, tu as fait ça dans un bon esprit, il y avait de l'espoir, il y avait de l'ambition, garde ça. Il y avait de la nia, il y avait de la tendresse, garde ça. Il y avait de l'abnégation, il y avait du sacrifice, garde ça. Ça, c'est des valeurs. Mais quand tu deviens égoïste, entêté, méchant, profiteur, à tirer la couverture, à mettre les biens en ton nom, à accuser l'autre, à te défouler sur la tête de l'autre, à culpabiliser l'autre, à faire un transfert de responsabilité sur l'autre. Maintenant que tu l'as pourri, tu dis comment ça se fait que je l'aime plus? Ils sont bizarres, les gens. Eux-mêmes, ils creusent le trou, et après ils te disent, mais qu'est-ce que je fais dans une tombe? Mais tu l'as creusé. Tu l'as même fait carré.
Tu as même taillé la pierre. Tu as même gravé la pierre. Sigil l'Ormal. Après, tu dis, mais c'est mortel comme ambiance. Mais c'est toi qui crée cette ambiance. Tu veux de la simcha, tu veux de l'ambiance, tu veux de l'évolution, tu veux du bonheur, tu veux de l'amour. Fais-le. Mais fais-le depuis le début. Mais moi, ce que je remarque, c'est que les gens, ils deviennent intelligents par l'échec. C'est comme les gens qui comprennent la gravité de l'adultère quand ils se font attraper. Vous y vu ou non? Ils comprennent l'importance de l'honnêteté quand ils se font serrer par la brigade financière. Ils comprennent l'importance de la comptabilité quand ils déposent le bilan. C'est bizarre. Pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Alors je te dis, quand tu rentres dans quelque chose, n'importe quoi, hein, tu rentres dans un mariage, tu rentres dans une yeshiva, tu rentres dans la teshuva, tu rentres dans un business, tu rentres dans une amitié, toujours, fais le bilan. D'abord, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que t'emmène avec toi? C'est quoi tes résolutions? Ouais. Mais si tu dis, bon, écoute, c'est mieux d'être à deux que d'être seul, avec un chameau, tu peux être à deux. Ouais. Si tu dis, bon, écoute, j'ai pas envie de regarder, on fera avec, eh ben, ça va te sortir par les yeux. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu vas épouser, d'attendre la perfection pour te marier, parce que toi aussi, tu n'es pas parfait. Mais il y a une certaine finalité. C'est-à-dire que toi, tu as deux bras, tu as deux jambes, tu as une tête, tu as un cœur, tu as un tronc. C'est vrai? Ouais. Tu peux te marier. Tu as deux bras, tu as une force d'action. Tu as deux jambes, tu as des soutiens moraux très forts. Tu as une tête, tu as une capacité d'analyse. Tu as un cœur, tu as une capacité d'émotion. Tu as un tronc, tu réunis tout, parce qu'il y a des gens qui ont la tête, qui n'ont pas les jambes. Il y en a qui ont les bras, qui n'ont pas la tête. Il y a des gens qui ont le cœur, qui n'ont pas le cerveau. Tu réunis tout, marie-toi. C'est basique. C'est un basique. Tu as tout ce qu'il faut. Vas-y. Après, vous allez construire. Ouais. Tu vois les mecs, ils sont comme ça, après ils font de la musculation, ils sont ça comme. Tu pourras muscler ton couple, tu pourras muscler ta personne, tu pourras muscler ton magasin, tu pourras muscler ton parc immobilier, tu pourras muscler. Mais démarre de quelque chose qui soit complet. Même un basique, mais complet. C'est normal. Parce que si tu dis, non, moi je suis une khamara, mais j'épouse un mec intelligent. La tête et les jambes, oh là 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 là, combien de temps il va supporter? Parce que lui, il va te saouler à tout le temps te donner des conseils. Et toi, tu supportes pas, parce que tu es, grâce à Dieu, super superficiel. Donc toi, tu dois avoir une autonomie existentielle, et toi, tu dois avoir une autonomie existentielle. C'est marqué dans le Passouk. Moshiv, Yechidim, Beita. Il installe dans une maison des Yechidim. C'est quoi Yechidim? Yachid. Yachid, c'est unique. Singulier. Ça veut dire que toi, singulier, tu es autonome, l'autre singulier, tu es autonome, et ensemble, on crée un autre truc qui s'appelle le couple. Vous savez ou non? Mais encore une fois, nous-mêmes, dans notre couple, on a mis ce qu'il fallait. Maintenant, comment ça s'appelle avoir un objectif commun? Ça s'appelle Midat Hadin. Comment ça s'appelle se donner les moyens qui puissent se réaliser? Ça s'appelle Rahamim. Donc c'est marqué ici. Allah b'machashava livroto b'midat hadin vera'a she'en ha'olam mitkayem. Il a vu que le monde ne pouvait pas tenir. Ça veut dire quoi? C'est que si on n'a pas Rahamim, ouais, imagine un monde où il n'y a pas Rahamim. Le droit à l'erreur, par exemple, ça fait partie de la miséricorde. Le shogeg, l'involontaire, ça fait partie de la miséricorde. Le droit de le dire, je ne savais pas, mais je vais apprendre, ça fait partie de la miséricorde. Le lekaf zochot, d'être jugé positivement, ça fait partie de la miséricorde. La deuxième chance, c'est la miséricorde. La teshuva, c'est la miséricorde. La kapara, l'expiation, c'est de la miséricorde. Parce que s'il n'y avait pas de midat harachamim dans le monde, on ne pourrait pas vivre. Moi, tu sais, je suis impressionné. Les mecs qui font de l'alpinisme, d'accord? Mais pas les mecs avec la combinaison, les câbles, les marteaux, les trucs, la corde de sécurité. Les mecs, tu les vois, tu sais, ils font ça dans les canyons ou je sais pas quoi là. Ils ont un collant comme ça. Des fois, ils sont torse nu. Il a un petit sac avec de la poudre pour pas que ça glisse. Il est à main nue et il monte le mec. D'accord? Moi, j'ai vu des photos. Le mec, tu sais, il monte un truc qui est comme ça. Donc à un moment, il est comme ça. Ça veut dire qu'il tient avec ses deux mains et ses deux pieds. Et là, il se dit, j'ai envie de rentrer à la maison.
Donc il a son micro, il dit au gars, j'en ai marre, je peux plus, je vais mourir, j'ai mal partout, je vais avoir une crampe, je vais tomber. Le mec il dit, il faut que tu fasses le chemin contraire ou il faut que tu finisses la montée. On vient de prendre un hélicoptère. Non! Je vais arrêter maintenant. Il n'y a pas de rahamim, Baba. Vous me suivez ou non? C'est pareil. T'as signé. T'as engagé 700 000 euros. T'as bloqué l'entrepôt, t'as créé la société, t'as fait les commandes. Maintenant, il faut aller travailler. Oh, j'y crois plus, je suis pas motivé, c'est difficile. Papa, je t'en prie, viens m'aider. Mon fils, c'est marqué lu et approuvé. T'as emprunté en nom propre. La société, elle est en ton nom. Le fournisseur, il te connaît toi. Il ne connaît pas ta société anonyme. Il t'a vu toi dans les yeux. Il t'a dit, écoute, t'es nouveau, t'es jeune. Je te donne 100 000 euros de marchandises. Par respect pour ton père qui m'a aidé quand j'ai démarré, il y a 40 ans. Et toi, maintenant, tu veux planter tout le monde sous prétexte que tu n'as pas ce qu'il faut là où il faut. Ah, mais c'est pas évident. Bien sûr que c'est pas évident. Parce que si c'était évident, ça serait facile. Mais toi, tu veux les gros bénéfices. Si tu veux, tu veux la facilité, il y a le livret A. Tu vas à la poste, tu vas à la banque, tu dis bonjour, je voudrais un livret A. Il n'y a pas de problème, c'est pourquoi ça s'appelle livret A. Parce qu'à la fin de l'année, quand tu vois ce que tu as gagné, tu dis A. Ça s'appelle livret A. Avant, ça s'appelait livret Khlet. Mais comme ça ne se vendait pas, ils ont dit on va l'appeler livret A. C'est pour ça que ça a été inventé par la caisse d'épargne, l'écureuil, puisqu'à la fin, il reste que les noisettes. D'accord ? Mais c'est ça l'idée. Que la personne, en vérité, elle ne veut pas un livret A. Elle veut prendre 1000%. Elle veut prendre 8000%, 10 000%. Moi, je connais des gens, ils gagnent 12, 13 000 euros par jour. Tu te dis, attends, c'est des voleurs. Ceux-là, ils installent des panneaux solaires qui n'existent pas. Non, le mec, il a fait un gros business. Je sais pas, il a investi dans une vigne, je sais pas, il sort 400 000 bouteilles, d'accord? Et en plus, il a l'usine qui vend les bouteilles. En plus, c'est lui qui imprime les étiquettes. Le mec, il prend de là. Après, il est commissionné sur les grossistes, il est commissionné sur les trucs. Après, il a fait sa centrale de vente. Après, le mec, il prend 12 000 par jour. Tu dis, attends, c'est vachement bien. Je peux le faire, moi. Mais toi, tu te lèves même pas le matin. Sous prétexte que toute la nuit, t'as fait avancer le tapis de ton portable. Parce que tellement tu cherches le visage de ton père, Facebook. Alors couche-toi tôt, lève-toi tôt et va travailler. Va t'user les mains. Parce qu'il a travaillé, il a bossé. Dans tout c'est pareil. Toi tu veux connaître la Torah. Oh j'aimerais connaître la Torah. Oh j'adore la Torah. Oh je voudrais connaître la Torah. Tu veux connaître la Torah. Béhémet. Prends 15 ans de ta vie, va étudier. Ah non, la vérité, non. Non, je voulais un truc plus ludique, plus sympathique, tout antique, tu vois. Tellement qu'à la fin, ça te gratte partout. Non, Baba, si tu veux vraiment un kinyan, une acquisition dans la Torah, c'est ça. Ah, tu veux pas? Bon, va prendre de quelqu'un qui a donné les 15 ans. En tout, c'est pareil. Moi, je donnais un cours à un gars qui était très riche. Il faut rajouter encore 8 ou 9 traits. Et c'était vraiment un gros gestionnaire. Et le mec, il me disait, il m'a dit, tu vois, Eria, toutes les 5 minutes, le téléphone, il va sonner, il y a un mec qui va me donner un truc pour gagner 30 millions d'euros. Dans l'immobilier. Il m'a dit, mais ça n'existe pas. Il m'a dit, moi, ça fait 30 ans que je suis dans l'immobilier. Et quand je fais un plan immobilier, je m'associe avec un mec qui lui-même est depuis 30 ans dans l'immobilier, et l'immobilier spécialisé. Et si vous allez me dire, bon, le mec était un peu frileux, hein, franchement, il y a des moments, il faut y aller. Écoute, il achetait des carrés. Je ne sais pas si vous avez aux Tuileries, les carrés à 20 milliards, il le vendait 2 mois après, 30 milliards. C'est un peu le genre de business qu'il faisait. Mais quand même, il comptait sur son expérience. Et toi, tête en l'air, Blénara, que ton cerveau, c'est voir une canette de coca qui est prise dans un tsunami, ce qu'on appelle en philosophie antique, rien. Et toi, tu es sûr de toi. Donc en fin de compte, il y a 2 genres de personnes qui sont sûres d'eux, les fous et les gens qui ont vraiment l'expérience. Maintenant, cette expérience, elle vient au fur et à mesure que tu investis. Comme l'enfant, il se lève, il tombe. Et après, il fait un pas, il tombe, il fait 3 pas, il tombe. Et maintenant, il marche. Maintenant, quand tu le vois marcher, quand tu le vois courir, quand tu le vois faire un triple saut avant sur une poutre de 10 cm, tu dis, waouh, quelle maîtrise. Mais combien d'années, le mec, il a fait de l'entraînement? C'est les gymnastes, c'est une tannée. Moi, la vérité,
À l'époque, j'adorais regarder les Jeux Olympiques et tout ça, la gymnastique, l'haltérophilie, tout ça. J'ai dit, mais quand la fille, elle a fait ça sur une poutre, combien de fois elle est tombée? Mais elle doit avoir des fractures de partout. Toi, tu tombes une fois, tu dis, j'arrête, laisse tomber, attends, c'est pas pour moi, je suis pas un malade de me casser la tête par terre. L'autre, elle est tombée peut-être. En Russie, il commence à 7 ans. Donc de 7 ans aux Jeux Olympiques à 21 ans, elle a dû tomber 12 000 fois. Donc toi, tu es impressionné par le mouvement qu'elle a fait. Moi, je suis impressionné qu'elle s'est relevée 12 000 fois. Traduction, quelle était sa motivation de départ? Pour que 12 000 fois, on lui dit reste par terre, et 12 000 fois, elle redémarre. Quelle motivation elle avait au départ? Comme dans le mariage, le mec qui se marie. Moi, je vois les khatanim. Maintenant, tous les khatanim aujourd'hui sont des rappeurs. Vous avez vu ou non? Vous allez à des mariages? T'arrives, le mec il est là, tu répètes après moi, arrêt, hâte, mes coups d'échette. Des rappeurs. Alors des fois j'attrape le khatan, je viens ici. Tu sais que tout ça là, la soirée, le thème de la soirée, le traiteur, les serviettes qui vont avec les cravates et les kippotes qu'on t'a donné à l'entrée, les foulards des femmes, la déco, 5 000 € de déco, les hélicoptères, les cocos, tout ça, c'est juste pour une chose, c'est l'engagement que tu vas prendre en disant arrête mes coups d'échec. Vous savez que c'est ça le plus important. Ouais. Pourquoi? Parce que toutes les tempêtes, parce qu'il y en aura des tempêtes, toutes les tempêtes et les difficultés et les nerfs et le satan et le genoun et la belle-mère, je l'ai déjà répété. Ouais, d'accord. Comment tu vas traverser tout ça? Avec ton engagement. Donc en fin de compte, c'est ce moment-là le plus important de la choupa. Et c'est à ce moment-là que tu bégayes. Donc tu veux ou non? Parce qu'il va arriver l'engueulade. Et toi tu diras, je l'aime, je me suis engagé à la rendre heureuse. Il va arriver la grossesse. Je l'aime, je me suis engagé à la rendre heureuse. Il va arriver les dépenses. Je l'aime, je me suis engagé à la rendre heureuse. Parce que tu t'es engagé. Mais si tu t'es pas engagé, ah, je peux plus, je la supporte pas, elle m'énerve, elle me prend la tête. Le pire que j'ai entendu, c'est le pire que j'ai entendu dans mon expérience de zoophilie, de psychologie. C'est un gars qui m'a dit, mais Rav Ben Chetrit, c'est pas la peine de vous battre pour sauver ce couple. Vous comprenez pas, c'est ma femme qui m'a épousé. Vous me suivez ou non? En fait, la Torah, elle veut que l'homme épouse la femme. À Ish Mekadesh. Mais lui, il ne s'est pas marié. C'est sa femme qui l'a épousé. Maintenant, pourquoi c'est l'homme qui épouse la femme? Vous savez pourquoi? Parce que la femme, elle veut se marier. Mais le mari, il veut tous les avantages du mariage. Mais il ne veut pas les obligations. La femme, elle dit, c'est pas grave. Tout le reste, je te le donne. La serpillière, les enfants, les couches, la lessive, ta mère chez nous pendant 10 ans, c'est pas grave. Si tu m'aimes, ce que tu veux. Le mari, c'est plus compliqué. Le Maharal de Prague, il dit que pourquoi chez l'homme, la sexualité, c'est un relief extérieur, et chez la femme, c'est intérieur. Comment on dit féminin? Nekeva. Nekeva, c'est Nekev. Nekev, c'est quoi? C'est un orifice. Ça va? Il dit pourquoi chez la femme, la sexualité, c'est intérieur, et l'homme, c'est extérieur. Il dit parce que l'homme, il veut l'extérieur de la femme, et la femme, elle veut l'intérieur du mari. C'est beau. C'est le Maharal. Tu peux rien faire, tu peux rien dire. D'ailleurs, le Rav, il est spécialiste. D'accord? Ça, c'est des... Va expliquer ça dans la société d'aujourd'hui où la femme, elle a pratiquement plus d'intérieur. Elle a que de l'extérieur. Et elle en est fière. Genre, pourvu que j'ai le cerveau de Nabila. Mais elle n'en a pas. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? Restez calme. Si c'est ça, maintenant on a compris que le monde ne peut pas fonctionner sans la miséricorde. L'éducation d'un enfant ne peut pas exister sans le crédit que tu lui donnes. La patience que tu auras. Le médicament, on ne peut pas soigner sans l'excipient. C'est impossible. Tu ne peux pas faire si tu fais une chimiothérapie, il faut que tu fasses une thérapie psychologique en même temps. Parce que ta dépression, elle va te tuer avant ton cancer. Tu es obligé de faire en parallèle. C'est obligatoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours qu'il y ait le rachamim, ouais, associé. Maintenant on a demandé, mais quel type d'association?
Est-ce que c'est en parallèle? Non, en vérité, non, c'est fusionnel. C'est que maintenant, la Midata Din et la Midata Rachamim, elles sont ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a le Chesed et le Din. Maintenant, il y a Chesed Bedin et Din Bechesed. Oui. Par exemple, tu dis, bon, j'ai compris, Rav, qu'il faut mettre de la générosité dans le couple, mais la vérité, je ne suis pas généreux. Je ne sais pas donner, je ne sais pas dire je t'aime, je ne sais pas apporter, je ne sais pas faire des cadeaux, je ne sais pas donner d'attention. Alors je te dis, tu n'as pas compris. Je ne t'ai pas demandé de mettre le cœur pour donner. Je t'ai dit, donne. Il y a des gens, moi j'ai eu des cas où le mec, c'était une violence de dire je t'aime. Il dit, j'arrive pas. Moi, je vais lui montrer que je l'aime, je vais lui faire des cadeaux, je vais l'emmener en vacances, mais les mots, ils sortent pas de la bouche. Et l'autre, elle est en anorexie, comme ça. Elle va être tromper son mari pour que son mari s'énerve, il fait une crise, et devant l'avocat, au moment où il leur dit alors, vous voulez divorcer? Le mari va dire non, parce que je t'aime. Alors la femme a dit, j'ai été obligé de te tromper pour que tu sortes ça de ta bouche. Il y a des gens, il faut leur envoyer le KGB pour qu'ils disent ce qu'ils pensent. Ouais. Maintenant, pourquoi tu as du mal à dire je t'aime? Tu sais pourquoi? Parce que justement, ta femme, elle en a besoin. Maintenant, toi, tu vas faire un chesed de dire je t'aime, mais bédine, parce que c'est nécessaire. C'est comme ça. Combien de fois j'ai dit à des gens, mais je m'en fous, que tu n'as pas l'habitude, c'est pas ta nature, c'est pas ton style. Ton fils, il a besoin que tu le prennes dans les bras. Prends-le dans les bras. Ta fille, elle a besoin que tu lui fasses la bise tous les soirs. Fais-lui la bise. Ah non, mais on n'est pas démonstratif chez nous, on est rigoureux, Mais elle va se suicider, elle va se prostituer pour avoir des bisous, t'as pas compris encore? Alors va lui donner en cachère qu'elle aille pas le chercher en taref. Tu me crois pas? Tu dis, c'est exagéré, c'est tiré par les cheveux, comme dirait Bruce. Mais lis les bouquins de psychologie si tu crois pas à la Torah. Mais c'est évident. Donc tu fais ce petit geste, elle rentre de l'école, ah ma chérie, bonsoir. Mais qui te le disent les enfants? Ils te disent, papa, je me rappelle quand ils se marient, 10 ans après, ils te disent, ah, quand tu me prenais dans les bras. Ça veut dire que tu lui donnes sa dose, mais cachère. C'est normal. Ah, tu dis, mais c'est pas ma nature. Mais t'as pas compris, je t'ai pas demandé de mettre ton cœur. C'est Chesed Bedin. Tu vois ou non? C'est Bedin. D'accord? Le contraire aussi. Din chez Bechesed. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait, dans le Chesed, des fois, il faut être dur par bonté. Il faut être dur par bonté. Eh ben c'est comme ça. Eh ben tu sors pas le soir. Ah mais maman, toutes mes copines elles sortent. Ah je veux me faire épiler. Écoute, t'as 8 ans. Tu te calmes. D'accord? Oui mais je veux sortir le soir, mes copines elles vont en boîte, tous les jours les pains, on est là. On a des boîtes spécialement pour les filles de 12 ans. Tu restes là. Dans notre famille, on sort pas le soir. Et après qu'elle se lavale comme ça, elle fait... Tu vas dans la chambre et tu lui dis, mon amour, voilà, je vais t'expliquer pourquoi. Voilà ce qui se passe, voilà ce que c'est, voilà qui tu es, voilà comment tu es. Parce que tu commences à avoir le corps d'une femme, mais tu as le cerveau d'un champignon. C'est dangereux. Puis les mecs, ils n'ont pas forcément les mêmes intentions que toi, en tout bien, tout honneur. Maintenant, tu sais que tu détiens la vérité, mais si tu le dis méchamment, elle rebondit. Si tu le dis gentiment, ça rentre dans son cœur. D'accord? Donc le gars qui est super cartésien, son épreuve, ça va être sur l'émotionnel. Le mec qui est très émotionnel, son épreuve va être sur le cartésien. Pourquoi? Parce que ça s'appelle les montants compensatoires. Parce que dans ta silhouette psychologique, tu as le cœur et la raison. Le cœur et la raison. D'accord? Maintenant, Abraham, il était très chesed, Yitzhak, il était très rigueur, et Yaakov, il était quoi? Emet, Vatiten, Emet le Yaakov. Tiferet, d'accord? C'est quoi? C'est l'harmonie. Donc en fait, Yaakov, c'est l'harmonie entre le din et le chesed. Entre la rigueur et la bonté. La rigueur et la miséricorde. Donc toi, tu as compris maintenant. Dans toutes tes décisions, dans toutes tes réflexions, dans toutes tes actions, dans tous tes projets, dans toutes tes réalisations, tu vas être obligé de mélanger les deux. C'est pour ça qu'on t'a donné un cerveau et un cœur. Moi, par exemple, j'étais très très fort en philosophie, en français et tout ça. Je faisais beaucoup de maths, exprès, beaucoup de physique. Les profs, ils me disaient, mais ça ne sert à rien. De toute façon, à l'époque, il y avait le bac A. Mais tu vois, tu étais un littéraire, toi. Moi, je lisais 2000 pages par mois, que des classiques. Ta. Ils me disaient, mais c'est bon, tu vas faire Hippocane, tu vas faire de la philo. Je dis, non, je veux pas être
handicapé des maths. Ouais, parce que les scientifiques, ils n'ont aucune sensibilité, et les artistes, ils n'ont pas de cerveau. Je fais, non, je veux pas, moi. Moi, je veux les deux, moi. Je veux être un homme équilibré, je veux être un homme normal, je veux être un homme universel. Donc, il faut que tu apprennes la halakha, et la rigueur du calcul et du ksot hachoshen et du netivot hamishpat, mais il faut que tu apprennes la Haggadah, que tu apprennes la Kabbalah, que tu apprennes le Moussar. Il faut les deux, puisqu'on a un cerveau philosophique, un cerveau mathématique. Et on a un cœur et on a un cerveau. Maintenant, le cerveau, il sert à maîtriser les écarts du cœur, et le cœur, il sert à humaniser les décisions du cerveau. Maintenant, si tu vas avoir qu'un cerveau, tu vas être un ingénieur, tu vas être un gestionnaire, tu vas être un dictateur. Si tu vas avoir qu'un cœur, tu vas être un artiste, tu vas être un chou-fleur, tu vas être un cœur ouvert, un corps à vif, un ahmar. Mais non, l'autre, il a le cœur, il n'a pas de cerveau. Évidemment, tout le monde abuse de sa gentillesse, tellement qu'il a fini en papier jauni, d'accord? L'autre, il n'a pas de cœur. Ben, il est un gestionnaire, mais il s'étonne qu'à la fin, il est tout seul parce que personne ne l'aime, puisqu'il est là pour exploiter. Donc, au bout d'un moment, tu t'en rends compte, tu fuis. Donc, le cerveau, il est solitaire. Et le généreux, il est entouré, mais il est utilisé, il est manipulé. Donc, il faut les deux en même temps. Maintenant, cet équilibre, il est pas facile. Parce que c'est beaucoup plus facile d'être extrémiste. Vous voyez bien aujourd'hui la tendance. Ouais. Par contre, d'être équilibré, c'est très très dur. Parce qu'il faut apprendre beaucoup de Torah. Et en même temps, il faut beaucoup travailler les midotes. Maintenant, si quelqu'un apprend beaucoup de Torah, mais il ne travaille pas ses qualités morales, il peut devenir un monstre avec une kippa. Celui-là, il a beaucoup travaillé les midotes, générosité, tolérance, amour, respect de l'autre et tout, mais la Torah, laisse-moi tranquille. Là, ça ne me sert à rien, c'est des bêtises, c'est inventé, c'est l'opium du peuple, on est contre la Torah, on est contre... C'est dommage. On va faire des manifs sans masque, celui-là. Ouais. À Tel Aviv. Non. Il faut l'équilibre. Il faut l'équilibre. Ouais. Quand tu es dans cet équilibre, en vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu reproduis le schéma du premier Rachid de Bereshit. Je ne sais pas si vous... Depuis tout à l'heure, on est là-dedans. J'ai envie de rajouter un noun, parce que Bereshit, avec un noun, ça fait Ben Chetrit. Mais... je rigole, mais il y en a qui ont essayé. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, si c'est ça, maintenant, vous avez compris. Ouais, que Baruch Hashem, si on a cette intelligence de comprendre que tous les commencements, ils doivent avoir ces conditions-là, ouais. Alors moi, je vais vous dire un truc. Hein. Vous pouvez mal le prendre, vous pouvez bien le prendre. C'est qu'en vérité, tous les jours, c'est un recommencement. Tu te lèves le matin. C'est un recommencement. Oui. Tous les jours, tu regardes ta femme comme le premier jour. C'est un recommencement. Ton business, comment tu le fais évoluer? Qu'est-ce qu'il a dit, ce Steve là qui avait bien fait son job? Il a dit, mais comment vous avez fait un téléphone pareil? Il a dit, tous les jours, je le regardais comme si je ne l'avais jamais vu. Toi, tu te rends compte ce qu'il a dit, Steve Jobs? Mais Yachmar, c'est marqué, Ve'ayu adevarim aele asher anochim etzavecha ayom. Tu dois regarder la Torah tous les jours comme si tu ne l'avais jamais lu. Maintenant, celui qui voit ça, alors c'est bien là, parce qu'on vient de passer Rosh Hashanah. On vient de passer. Maintenant, Shana, ça veut dire l'année, mais c'est un langage de chinouille. C'est quoi chinouille? Changement. Donc en fait, Rosh Hashanah, ça veut dire Rosh Hashinouille, le début du changement. Ça tombe quand? Le premier Tishri, donc un Rosh Chodesh. C'est quoi Rosh Chodesh? Rosh Hadash, nouvelle tête. Donc c'est bien ou non? Rosh Hashinouille, Rosh Hadash. Après chaque jour, Daf Hadash, une nouvelle page. Tous les jours tu te lèves, Bria Hadasha, t'es une nouvelle créature. Tu regardes la réalité avec un regard nouveau. Donc en vérité, toute la vie, c'est des commencements. Même moi, quand je commence une phrase, vous savez que avant que chaque conférence, je fais une prière. Je prie Hachem pour qu'il me donne les mots. Pourtant, j'ai l'expérience. Ça fait 35 ans que j'enseigne, ça y est, c'est bon. Même en dormant, je peux enseigner. Je l'ai fait d'ailleurs, ouais. Mais je lui prie d'abord. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas ce que je veux dire. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je dois dire. Et ce que je dois dire, c'est ce que vous devez entendre, pas ce que j'ai envie de dire. Et c'est pas ce que vous voulez entendre, c'est que ce que moi je dois dire. Je ne sais pas si vous sentez le... Ouais. Donc ça, il faut que le bon Dieu il t'aide. Ah, et l'expérience? L'expérience, c'est dangereux, tu deviens professionnel. D'accord? Donc, tu commences le cours, tu pries. C'est le Pélé Yoetz, il dit ça. Le Darshan, il doit prier avant de... Tu commences ta journée de travail, tu commences par la prière.
Pas tu dis, bon, je ferai la prière à 4 heures de l'après-midi quand j'aurai le temps. Non, tu démarres. Lève-toi plus tôt, démarre ta journée avec la prière. Toute ta journée, elle est différente. Toi, tu regardais des vidéos jusqu'à 4h30 du matin. Tu t'es levé à 9h15, 11h. Après, tu as fait Wahlet Filin en faisant le Berkat Amazon. Après, tu arrives au travail, on dit ça, Starcy. Après, tu t'engueules avec la secrétaire, tu dis c'est à vous de prendre en main. Avec le... Écoute, si on a dit que l'avenir est pour les gens qui se lèvent tôt, ouais, c'est pas parce qu'ils avaient un ancêtre qui était loup. Les louveteaux. Non. Non, c'est que la personne, elle a bien démarré la journée. Elle a bien démarré l'année. Elle a bien démarré son mariage. Ouais. Maintenant, je te donne un secret. Quand toi, tous les jours, c'est nouveau, il n'y a pas d'ancienneté. Il n'y a pas de routine. Il n'y a pas de fatigue. Il n'y a pas de comparaison. C'est pour ça que tu trouves des tzadikim de 103 ans qui ont une pêche du tonnerre et des jeunes de 22 ans qui sont gavés, blasés. Genre, j'ai tout vu, j'ai tout compris. Donc, Bezrat Hashem, je vous souhaite, c'est une bracha, que vous soyez jamais blasés, que vous continuez à vous émerveiller, que vous ayez la soif, toujours la soif d'apprendre, la soif d'entreprendre, et toujours de rechercher à améliorer, à affiner votre relation avec Hachem. Parce que Hachem, c'est un objectif qui est inaccessible, c'est vrai. Mais le chemin que vous allez parcourir pour l'atteindre, il va vous amener au bout de vous-même. Voilà. Chazak ou Baruch. Donc le cours est dédié. Chazak à vous. Le cours est dédié, on a dit, pour la refoua shelema de Chaya Frecha Bat Simcha. Il faut dire Amen chez les Juifs, c'est comme ça. Et on va rajouter aussi pour Yair Ben Anaïs Chaya et pour Simcha Bat Frecha, Esther Bat Frecha, des personnes malades. Gabriel Ben Chana. Et qui encore? Mercedes. Biton. Si vous avez le nom de la maman, c'est mieux.